Comment peut-il y en avoir autant? Il y avait plein de coffres à butin partout. Quand j'ai remarqué une présence derrière moi, j'ai attaqué immédiatement. Était-ce juste le bruit du vent? Mais j'ai senti une présence. Il y avait une personne blessée à l'intérieur. Il doit être fort pour avoir survécu jusqu'à maintenant. Devrais-je l'achever et prendre son butin? Non. Je m'en vais. Je dois donner la priorité à ma survie. Quand je suis parti, il y avait vraiment quelqu'un là-bas. Il a remercié Dieu d'être encore en vie. Bien sûr, il aurait gagné s'il n'avait pas été blessé, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Bientôt, il est retourné piller les coffres. C'est là que je l'ai frappé à la tête. Je suis un ancien sergent de l'armée. Avec mon expérience, il est hors de question que je meure ici. Mais je vais vous raconter comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Comment il est un vétéran aguerri bien qu'il ne soit qu'un Coréen ordinaire. Cela faisait 6 mois qu'il avait quitté l'armée. Jin Se-hoon passe ses journées à lire des manhwas. Il voulait vivre dans un monde différent. À 23 ans, il est accro. Maintenant, il doit se préparer à retourner à l'école. Depuis qu'il a été démobilisé, il traîne dans un cybercafé, puis il a farmé le jeu et s'est hissé dans le top 10 en 3 mois. Le jeu s'appelle Loyal Ground. 100 joueurs sautent de l'avion. Il collecte des armes, des provisions, et tue d'autres joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Il est tellement accro que même si son ami meurt, seul, il élimine un tas de gens. Le jeu est littéralement un battle royal. À la fin de la partie, 2 joueurs faisaient équipe contre Jin Se-hoon. Ils sont entrés dans la maison, en voyant des provisions par terre. Ils pensaient qu'il n'y avait personne, mais ils avaient tort. Le personnage principal est vraiment expérimenté. Seul un bruit s'est fait entendre dans la pièce. Réalisant que son coéquipier était mort, il a commencé à courir, mais il s'est vite pris une balle dans la tête. Jin Se-hoon était le gagnant. Remarquant l'heure sur le moniteur, il doit rentrer car il commence à étudier demain. Soudain, sa mère lui envoie un message lui donnant de l'argent pour ses études. Sur le chemin du retour, il se sent coupable d'avoir perdu son temps. Au lit, il se dit qu'à partir de demain, il ne jouera plus. Il consulte les actualités et finit par s'endormir. Le lendemain, il était en route pour l'école, et son ami lui envoyait des textos pour jouer. Alors qu'il pensait à sécher les cours, une lumière violette est apparue. Quand il s'est retourné, il a été englouti par la lumière, ne laissant que son sac à dos. Quel est cet endroit? Il y a une statue géante et plein de gens autour. Il a perdu connaissance un instant et a cru être puni pour avoir pensé à sécher les cours. Mais pourquoi y a-t-il autant de bruit? Une foule de gens se battaient, et il y avait même des mages qui lançaient des sorts. Pendant que certains se battaient, d'autres nettoyaient leurs épées. Pourquoi y avait-il autant de cosplayers ici? Où étaient-ils? Qui sont tous ces gens? La statue a annoncé que 100 joueurs avaient été détectés, puis elle a initialisé le système, en commençant par la synchronisation des langues. Soudain, tout le monde parlait la même langue. Malgré ça, les gens n'ont pas arrêté de se battre. Un mage demandait si c'était son ennemi qui l'avait amené à cet endroit. Furieux, il a dit qu'il ne se laisserait plus avoir, mais le mort-vivant ne semblait pas s'en soucier. Puis l'archimage lance son attaque et, de toutes ses forces, il jette un sort sur le mort-vivant. Mais rien ne s'est passé, et c'était déroutant. Peut-être parce qu'il était déjà mort. Maintenant, il était vivant. Soudain, le système annonce que le jeu est sur le point de commencer. La difficulté est ardue, et vous devez être dans le top 90 pour passer. La carte est la capitale du royaume du roi, et la récompense sera donnée aux 10 premiers. Le tutoriel a été sauté. Dans la salle d'attente, les attaques des joueurs sont neutralisées, et une carte du jeu leur a été donnée. Le jeu est éclos à Survival, et il durera 100 jours. Chaque jour, la carte rétrécit. Ce jeu continuera jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et si le jeu se termine ou si vous mourrez, vous retournerez dans votre monde d'origine. Les joueurs qui ne se classent pas dans le top 90 ne pourront plus jamais entrer dans Cloa Survival. Là-bas, ils peuvent obtenir des objets pour devenir plus forts. Jin Se-hoon réalisa que c'était identique à Loyal Ground, mais il y avait quelque chose de différent. Les humains ici semblaient incroyablement forts. Est-il la seule personne normale? Même si c'est un rêve, il ne veut pas mourir. Soudain, quelqu'un l'interpelle. Un homme imposant lui demande ce qu'il fixe là-bas et d'où il vient, mais il devient vite furieux d'être ignoré. À ce moment-là, le compte à rebours pour le début du jeu a commencé. À 2 secondes de la fin, l'homme lui demande s'il est fou de rire. Il fait un rêve amusant, alors pourquoi ne rirait-il pas? Le pointant du doigt, il dit qu'il a toutes les connaissances et qu'il peut facilement détruire des gens comme lui et survivre. Puis le jeu a commencé. Tout le monde a commencé à tomber du ciel comme des météores. Beaucoup d'entre eux tombaient en piqué. Ils voulaient le bon butin de cette zone, qui devait être rare. Mais au début, Jin préfère jouer la sécurité, alors il pense à atterrir quelque part de plus isolé. Quand le mot descendre a été annoncé, il a percuté le sol comme le tonnerre. C'était vraiment similaire au jeu. Il est resté immobile un moment. Il s'est senti mal à cause de l'atterrissage, alors il a décidé d'entrer immédiatement dans la maison. Tout à coup, il a entendu quelque chose. Il a oublié de vérifier si quelqu'un avait atterri près de lui, alors il a couru vers la maison. Tout serait fini si un de ses mages atterrissait près de lui, et il n'avait pas d'arme. Il a rapidement fermé la porte. Il haletait comme s'il avait participé à une vidéo de Monsieur Beast pour de l'argent. Ce n'est que maintenant qu'il regrettait de s'être moqué du grand type pensant qu'il l'avait peut-être suivi.
Mais quand il a regardé par la fenêtre, ce n'était que le bruit du vent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est descendu pour piller. Il a rapidement commencé à fouiller. C'est là qu'il est tombé sur quelque chose. C'était une arbalète lourde, et elle était vraiment lourde. Comme dans la description, il a aussi trouvé les carreaux. Dès qu'il l'a ramassé, la façon de l'utiliser lui est venue à l'esprit. Pour un sergent de l'armée coréenne, ce n'était rien. Alors il a appuyé sur la détente, et le carreau est parti comme une fusée. Ce n'était certainement pas une arbalète normale. Cette chose pouvait facilement détruire un tank. S'il apprend à l'utiliser correctement, elle sera très utile. Après avoir beaucoup cherché sans rien trouver d'autre, il a décidé d'aller piller ailleurs. Son idée était d'en profiter au maximum avant de tomber sur un joueur. Il ouvre la porte pour vérifier s'il y a un ennemi. Il cherche rapidement du butin jusqu'à ce qu'il trouve un parchemin. C'était un objet qui pouvait le soigner s'il était déchiré, ce qui signifie que c'était quelque chose d'irréel. Maintenant, un sac à dos ou quelque chose comme ça serait bien. Quand il s'est retourné, il a remarqué une lueur. C'était un livre d'arts martiaux des paumes cuits de l'étoile noire. Il tape rapidement dessus pour l'apprendre. Le livre flotte dans les airs et se déchire de lui-même. C'est comme si sa compréhension avait changé. Quand il a regardé sa main, celle qui était normale auparavant a commencé à s'user, comme s'il s'était entraîné pendant des heures ou des années. Quand il a pris une fourchette dans l'assiette, il pouvait maintenant la lancer comme un coup de feu. A-t-il vraiment appris les arts martiaux comme ça? L'auteur écrit juste ce qui l'arrange. Notre héros a rapidement retiré la fourchette du mur et était plutôt satisfait du résultat. Il était maintenant certain que ce jeu ressemblait à un roguelike, car s'il y avait un livre d'arts martiaux, il devait aussi y avoir des livres de magie. Après avoir fouillé toute la maison, le joueur a décidé d'aller ailleurs. La nuit était tombée, et le protagoniste avait passé toute la journée à ramasser des objets et cherchait maintenant une cachette. À ce moment-là, il a remarqué quelque chose d'intrigant. L'une des maisons avait la lumière allumée. Cela pouvait signifier qu'il y avait un objet rare à l'intérieur, mais la lumière pouvait aussi indiquer que cette cachette était déjà prise. Bien qu'il ne sache pas combien d'ennemis étaient près de lui, Seo était certain que celui qui se trouvait ici était soit un chasseur fabuleux, soit un débutant complet. Selon lui, le rez-de-chaussée semblait vide. Cela a fait croire à notre héros que l'ennemi était au premier étage. Seo-won a commencé à prendre courage grâce à son arme et à sa compétence, étoile noire, car elle pourrait lui donner une chance même si l'ennemi était un expert, et il a donc commencé à monter les escaliers. Le protagoniste se déplaçait lentement, son arbalète à la main, prêt à tout. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé ce qui se trouvait devant lui. En voyant l'objet et en réalisant que c'était une lampe, Seo-won a commencé à se demander s'il ne tombait pas dans un piège. C'est alors seulement qu'il a remarqué une porte à côté de la lampe. Au début, le protagoniste n'était pas sûr de devoir entrer, mais à la fin, il est entré de force dans la pièce. À première vue, elle semblait vide. Après avoir vérifié une dernière fois et s'être assuré que personne n'était là, Seo-won s'est effondré au sol car il s'était leurré en pensant qu'il y avait un ennemi dans cette maison. Pourtant, il ne pouvait nier que le fait d'avoir eu tort était un vrai soulagement. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre héros a trouvé quelque chose dans le tiroir. Le joueur avait trouvé un anneau qui augmentait sa force de 20 points. L'effet conféré semblait intéressant, et l'utilisateur de l'arbalète l'a donc rapidement enfilé. Le pouvoir de l'anneau s'est immédiatement manifesté. Soudain, le corps du héros ne semblait plus aussi lourd qu'avant, et le poids de l'arbalète avait presque disparu. À ce moment-là, il a eu une révélation concernant sa plus récente amélioration. Et donc, pour en être sûr, il a ouvert sa fenêtre de statut. Les statistiques du jeune homme n'étaient pas impressionnantes. Pourtant, en apprenant la compétence d'arts martiaux, le jeu l'a classé comme un artiste martial. Seo-won était plutôt content des objets qu'il avait acquis, car il était arrivé sur cette terre avec pratiquement rien. Maintenant libre, il a décidé de fouiller le rez-de-chaussée. Peu de temps après, il est tombé sur un objet de stockage. C'était le deuxième anneau que le protagoniste avait trouvé dans cette maison. L'utilisateur devait tenir l'objet en main, penser subspace et appuyer sur l'anneau où il pensait pour ouvrir le stockage. Il a alors été révélé que l'inventaire de l'anneau subspace avait un stockage limité. Sur ce, notre protagoniste a immédiatement invoqué le subspace. Cet anneau étrange était plutôt pratique car il évitait au personnage principal de transporter toutes ses affaires. Il a même commencé à souhaiter que quelque chose de similaire à cet anneau existe sur Terre. Jin Se-hoon a commencé à penser à la vie qu'il aurait sur Terre s'il pouvait y retourner avec les compétences et les objets qu'il aurait acquis dans le jeu. Il a ensuite commencé à chercher un journal des éliminations pour voir si quelqu'un avait déjà été éliminé. Notre héros l'a rapidement trouvé. Voyant qu'il ne restait plus que 99 joueurs, il a décidé de continuer à farmer jusqu'à ce qu'il ne reste que 90 survivants. Peu de temps après, en fouillant le reste de la maison, notre héros a trouvé des objets consommables et des armes cachées qui iraient bien avec sa compétence étoile noire. Il a été confronté au choix de passer la nuit dans cette maison ou de la quitter pour en fouiller une autre. Il était évident que les maniaques qui étaient avec notre héros dans le lobby parcouraient la carte même la nuit. Pourtant, voyant que le combat était le seul moyen d'atteindre le top 10, notre garçon a commencé à souhaiter tomber sur d'autres endroits intéressants. Comme moins de joueurs parcouraient la carte la nuit, Siwon a décidé de vérifier un dernier endroit pour la journée. En marchant, il a réalisé à quel point l'anneau de force était incroyable, car bien qu'il ait été en mouvement pendant d'innombrables heures, il n'était pas du tout fatigué. Le jeu semblait assez réaliste,
car même sans la fatigue, la faim et la soif restaient des problèmes auxquels le jeune homme devait faire face. Voyant qu'il n'y avait pas de nourriture à proximité, il a commencé à se demander s'il pourrait en trouver dans une maison privée. Mais alors qu'il commençait à vérifier la carte pour trouver la plus proche, un cri de bête s'est soudainement fait entendre. Le sang du protagoniste s'est glacé dans ses veines quand il a réalisé que quelque chose était derrière lui. Il a immédiatement commencé à bouger et s'est caché derrière un arbre, paniqué, car il ne pouvait pas sentir la bête. En jetant un coup d'œil au monstre, il a réalisé que l'apparence de la créature lui était familière. Le monstre qui venait de trouver notre protagoniste était un loup-garou. La panique a envahi l'esprit de Siwon alors qu'il commençait à s'enfuir pendant que la bête essayait de le tuer. Ses griffes étaient si puissantes qu'elles ont facilement déchiré un arbre. Les deux bêtes semblent travailler ensemble. Ce jeu qui était censé être un combat entre joueurs s'est avéré contenir des monstres. Siwon ne serait jamais sorti de la maison s'il avait su que de telles créatures existaient sur la carte. Comme il était autrefois dans le top 10 de Rogue, le protagoniste a commencé à penser qu'il serait une déception s'il mourait de cette façon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a repéré une maison devant lui. Seo a couru aussi vite que possible. Et juste comme ça, notre héros s'est finalement caché à l'intérieur de la maison. Mais par malchance, les bêtes l'avaient suivi jusqu'ici. Maintenant dans le pétrin, il a essayé de trouver un plan d'action. Seo-won a décidé de jeter un rapide coup d'œil dehors. En voyant les monstres se fier autant à leur odorat, il a réalisé qu'il devait suivre sa piste. Il a donc décidé d'attaquer le premier, pensant que cela lui apporterait la victoire, et ainsi, il a pointé son arbalète sur les loups. Après avoir soigneusement visé avec son carreau, le héros a tiré depuis l'intérieur de la maison. Et juste comme ça, Siwon a réussi à tirer sur un loup-garou en pleine tête. La première des deux menaces avait été éliminée. Grâce à l'amélioration de force, recharger l'arbalète est devenu un jeu d'enfant. Mais alors que le protagoniste se précipitait pour le faire afin de tirer sur l'autre loup-garou, il a réalisé quelque chose d'horrible. Le tireur d'élite avait été repéré, et il a donc fait de son mieux pour esquiver la griffe géante du monstre. Mais malgré tous ses efforts, son visage a été griffé par la bête. Le loup-garou était maintenant à l'intérieur de la maison. Il a immédiatement chargé l'humain avec une intention meurtrière. Notre protagoniste a essayé de l'abattre, mais le monstre s'est protégé en protégeant sa tête avec sa main. Et juste comme ça, notre héros était maintenant à la merci du loup-garou. Pourtant, même lorsque tout espoir semblait perdu, il a invoqué son sous-espace pour riposter. Il en a sorti un couteau. Le héros a alors eu recours à sa compétence d'embuscade de l'étoile noire pour faire un trou dans la poitrine du monstre. Après avoir traversé le corps épais du loup, le couteau s'est tordu contre le mur. Jin Seo-won, qui était déterminé à survivre, ne voulait pas être éliminé par un PNJ. Juste comme ça, notre héros a réussi à remporter un 2 contre 1. À la vue des deux loups-garous, il a supposé qu'il allait trouver la mort. L'expérience était si effrayante qu'il s'est retrouvé incapable de tenir sur ses pieds. Sans les poignards de lancer, notre héros aurait été abattu par une simple créature. C'est seulement à ce moment-là qu'il a remarqué une petite pochette devant lui. Il supposa que c'était un butin de monstre. Voyant qu'il avait obtenu de la nourriture et de l'éau, il réalisa que ce jeu lui permettait de chasser pour ses repas. Le protagoniste commença à envisager de fouiller cette maison tout en mangeant sa viande séchée. Il tomba rapidement sur une armure qu'il compara à un gilet pare-balles dans son jeu. Au début, l'armure semblait trop grande pour notre héros décharné, mais elle rétrécit soudainement pour s'adapter à sa petite taille. Selon le système, cet objet était connu sous le nom de cuirasse supérieure en orichalque, qui conférerait à notre protagoniste une résistance magique au feu et au vent. Seo-won fut impressionné, car cette pièce d'équipement augmentait plusieurs de ses statistiques. Notre héros était certain que cette maison avait plus à offrir. Il fut ensuite déconcerté car il sentit un objet bien qu'il ne voit rien. Le joueur supposa que c'était un objet dissimulé. Il semblait avoir trouvé un morceau de tissu. En l'enfilant, le système révéla qu'il s'agissait du manteau des dieux, qui permettrait à l'utilisateur de se fondre parfaitement dans les ombres en restant immobile. Voyant que cet objet le rendrait invisible à la magie d'identification et dissimulerait sa présence, le protagoniste ne put s'empêcher d'être ravi. Cet objet divin était parfait pour la survie, car il permettrait à notre héros de se déplacer dans la nuit sans être remarqué. Ainsi, le jeune homme décida d'aller mettre la cape à l'épreuve, certain qu'elle l'aiderait dans son périple. Seo-won a eu de la chance de tomber sur cette vieille maison au milieu de la forêt, car elle lui a procuré d'excellents objets dès son deuxième jour. Plus tard cette nuit-là, Seo-won commença à supposer qu'il n'avait encore rencontré aucun joueur parce qu'il avait atterri à la périphérie de la carte. Mais à ce moment-là, les cris de quelqu'un attirèrent son attention. Cette personne courait aussi vite que possible et était blessée. Le jeune homme au visage balafré regrettait de ne pas avoir eu assez de temps pour utiliser cet objet qui lui aurait permis de battre l'apprenti. Notre héros, sous sa cape d'invisibilité, l'observait depuis une cachette sûre. Le jeune homme en question était agacé d'être tombé sur un mage. Celui au visage balafré ne semblait pas être un survivant expérimenté, et ainsi, notre protagoniste était certain de pouvoir l'éliminer. Jin Seo-won essaya alors désespérément de se convaincre que c'était un jeu et qu'il ne prenait pas la vie d'une personne réelle. À cet instant, les mots magiques furent psalmodiés. Une énorme boule de feu passa près de notre héros. Le jeune homme au visage brûlé était terrifié, n'ayant pas le temps de réagir,
et c'est ainsi qu'il se retrouva carbonisé. Au début, notre héros pensa avoir été témoin d'un meurtre, mais ce qu'il vit ensuite le laissa complètement sous le choc. Seo-won, qui s'interrogeait sur l'identité du tireur, fut alors certain d'être dans un jeu en voyant un coffre apparaître là où le cadavre aurait dû se trouver. À ce moment, le mage qui s'était vengé du palefrenier qui avait osé voler ses objets passa juste à côté de lui. Le chapeau rouge trouva bien dommage que le garçon ne soit pas mort paisiblement de sa première attaque. Siwon fut complètement stupéfait par les pouvoirs de cette cape car elle lui permettait de passer inaperçu même avec l'ennemi juste à côté de lui. Le mage connu sous le nom de Karin affirma que ce palefrenier devrait se sentir honoré d'avoir été tué par lui. Et sur ce, il se précipita pour vérifier le coffre qu'il avait laissé tomber. Notre héros aurait pu être anéanti par le mage, car il n'était qu'un débutant, tout comme l'homme maintenant décédé. Cette expérience choquante lui fit réaliser que l'hésitation entraînerait sa mort, et il prit donc sa décision. Jin Seo-won ferait désormais le nécessaire pour survivre. Karin était content de l'objet qu'il avait trouvé dans le coffre de sa défunte victime. C'est seulement à ce moment-là qu'il sursauta. Un projectile à grande vitesse avait heurté la barrière qu'il avait érigée autour de lui. Karin réalisa qu'il avait été trop bruyant en chassant sa proie, ce qui avait attiré l'attention d'un autre joueur. Seo-won décida de tirer à nouveau, et une fois de plus, le mage ne put y réagir. Si rien n'était fait, la barrière magique du magicien se briserait. Et ainsi, pendant que notre protagoniste restait calme dans sa cachette, celui doté des pouvoirs de feu commença à paniquer. Il tenta de prédire la direction où se cachait le sniper et tira une boule de feu vers elle. Le mage exhorta alors le sniper caché à sortir et à se battre comme un vrai guerrier. La réponse à cette provocation vint sous la forme d'un couteau volant. Sa cible était le jeune mage qui ne se doutait de rien. Et avant même que ce dernier puisse réaliser ce qui se passait, sa barrière fut brisée en 1000 morceaux. Karin, désormais sans défense, se mit à paniquer encore plus en exhortant l'ennemi à sortir, mais Seo-won était déterminé à rester bien caché. Sur ce, l'utilisateur du feu décida de recourir à un sort puissant. Pourtant, avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, une flèche lui avait percé la tête. Il ne put même pas terminer l'incantation de son attaque avant d'avoir la tête emportée par le sniper caché. Jin Seo-won avait remporté la victoire. Le joueur éliminé ne laissa qu'un coffre derrière lui. Voyant qu'il ne pouvait pas risquer d'être repéré, Seo-won décida de piller le coffre aussi vite que possible avant de partir rapidement. Le coffre du mage contenait d'excellents objets, dont un parchemin de soins moyen. Notre héros avait aussi acquis un collier en or pur qui était la marque du conseil magique des escrocs, qu'il jugea inutile mais décida de prendre quand même. C'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'intrigant dans l'autre coffre. Siwon avait trouvé l'objet connu sous le nom de pierre de cercle qui installerait un cercle magique autour de son cœur, ce qui lui fournirait du mana. Voyant qu'il apprendrait également la magie de la nature du cercle, le jeune homme réalisa que cet objet pourrait faire de lui un vrai mage. Cela lui fit aussi comprendre que c'était l'objet que celui au visage brûlé n'avait pas eu le temps d'utiliser. Seo-won commença à plaindre cet homme, mais décida d'utiliser son objet avec plaisir, et il jeta donc tout dans son sous-espace avant de partir. Notre héros allait maintenant chercher une bonne cachette pour utiliser ce nouvel objet. Après un certain temps, il réussit à trouver une maison qui semblait convenable. Une fois à l'intérieur, la pierre de cercle fut immédiatement utilisée. Selon le système, le processus, qui ne lui demandait rien d'autre, durerait 3 heures et pourrait potentiellement faire ressentir une légère douleur au protagoniste. Et ainsi, la douleur potentielle commença. Siwon fit de son mieux pour étouffer ses cris pendant 3 heures infernales de pure agonie. On aurait dit que le système avait menti au protagoniste qui s'était presque perdu dans la douleur. Siwon comprit que la magie était plus difficile à apprendre que les arts martiaux et décida de vérifier sa fenêtre de statut. D'après ce qu'il vit, le garçon fut heureux de voir qu'il avait acquis une statistique de mana. Le jeune homme décida alors de vérifier le nombre de survivants, car 2 d'entre eux avaient péri juste sous ses yeux. Mais dès qu'elle s'ouvrit, le sniper caché fut complètement déconcerté. Plus de la moitié des joueurs avaient déjà été éliminés. En jetant un œil au journal des éliminations, il réalisa que de nombreux survivants avaient péri des mains d'un certain Nam Sagwang. Un peu plus tôt, Imon essayait désespérément de fuir pour sa vie. Mais pour son malheur, celui qui le poursuivait appréciait grandement la chasse. C'est alors qu'il trébucha sur une pierre. Celui avec la pierre géante tomba face contre terre. Maintenant sans défense, l'épéiste se mit à supplier pour faire partie des 90 survivants restants. Voyant qu'il ne voulait pas que les autres le surpassent, l'homme se mit à supplier du plus profond de son cœur. Mais malgré tous ses efforts, sa tête fut explosée par celui qui devait être devenu une célébrité parmi les autres joueurs à présent. Et juste comme ça, Nam Sagwang quitta la scène, ne laissant derrière lui que le coffre de sa dernière victime. Au 3e jour du jeu Salish, 54 joueurs avaient été éliminés en l'espace d'une seule nuit. Notre héros décida de rester à l'écart de Nam Sagwang, qui était à l'origine de la majeure partie du carnage. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa qu'il pourrait peut-être utiliser la situation pour entrer dans le top 10. Le héros commença à s'interroger sur les récompenses qui seraient attribuées au top 10, supposant qu'il pourrait être autorisé à emporter certains objets du jeu dans le monde réel. Seo-won se ressaisit rapidement alors qu'il commençait à rêver en grand peu après avoir réalisé qu'il y avait un tueur en série parmi les joueurs, et il décida donc de terminer ses préparatifs afin de changer d'endroit.
Le jeune homme commença à se demander si le pouvoir qui habitait son corps avait réalisé qu'il avait acquis un livre de compétences magiques la veille. Le livre en question était le livre de magie de la boule de vent qui permet à l'utilisateur de créer des sphères de vent proportionnelles à sa puissance. Il n'hésita pas une seconde avant de l'utiliser sur lui-même. Au début, notre héros ne sentit aucune différence, puis soudainement des sorts commencèrent à apparaître dans sa tête. Et c'est ainsi qu'il chanta les mots magiques afin d'activer le sort. Sur ce, 4 mini-sphères de vent apparurent. Le jeune homme fut quelque peu déçu du résultat. Pour cette raison, il jeta les petites boules, mais soudainement, elles explosèrent dans une puissante rafale de vent. Ces minuscules sphères qui avaient une sacrée patate avaient le potentiel d'être pratiques. Mais comme il avait utilisé tout son mana en un seul sort, notre héros fut soudainement fatigué. Avec le temps, la zone habitable sur la carte commença à rétrécir tandis que notre protagoniste continuait d'en parcourir les bords afin de trouver plus d'objets. Seo-won commença à penser qu'il ne trouverait pas beaucoup de joueurs car leur nombre avait considérablement diminué, et il voulait farmer aussi vite que possible avant que la zone ne rétrécisse. Mais il ne se doutait pas que quelqu'un l'observait d'en haut, scrutant chaque détail du voyage du jeune homme. Le vieil homme fut assez intrigué, et il décida donc de continuer à avancer. Après une demi-journée, notre héros arriva à un autre groupe de maisons, mais ce qu'il y vit le laissa sans voix. Les nombreux coffres qui traînaient signifiaient qu'un carnage avait eu lieu à cet endroit même. L'instinct du jeune homme remarqua alors quelque chose d'horrible, et il eut donc recours à ses pouvoirs magiques pour frapper la porte voisine avec ses boules de vent explosives. Au début, notre héros essaya de chasser ce sentiment. Il pensa qu'il y avait un ennemi à proximité, mais c'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'intrigant. En regardant à l'intérieur de la maison, il réalisa qu'elle était souillée de sang. Cela devait signifier qu'elle abritait un joueur blessé. Seo-won craignait que l'ennemi soit doué puisqu'il avait survécu aussi longtemps dans le jeu, mais il était tenté de l'éliminer pour les objets, vu qu'il était blessé. Mais finalement, il fit rapidement demi-tour et quitta les lieux, la survie étant sa priorité principale. Après avoir attendu un moment et s'être assuré que celui à la cape avait quitté les lieux, le joueur sortit enfin de sa cachette. Il s'était dissimulé à la dernière minute, voyant qu'il était sur le point d'être découvert. L'homme se trouva plutôt agacé, car notre frêle héros aurait été facile à tuer. Sur ce, il décida de piller les coffres restants avant de reprendre sa route. Mais soudain, une flèche surgit de nulle part et lui transperça le crâne. Ce n'est qu'à ce moment-là que le joueur réalisa ce qui s'était passé. Pourtant, malheureusement, il était déjà trop tard. Et c'est ainsi que le piège tendu par notre sniper caché avait parfaitement fonctionné. Sur ce, notre héros décida de piller les coffres avant de se diriger vers les abords de la carte. C'est alors qu'il fut surpris par une voix qui soulignait à quel point il était doué dans ce genre de situation. Siwon commença à paniquer alors qu'il était sur le point d'être pris au dépourvu, mais le vieil homme rassura le garçon en lui disant qu'il s'était seulement approché de lui pour poser quelques questions. Lorsqu'on lui demanda son nom, le vieil homme expliqua que les présentations seraient inutiles, vu qu'il venait de deux réalités différentes. C'était la première fois que Jin Se-woon rencontrait ce type de personne d'emploi. Et ainsi, alors que le soleil commençait à se coucher, le vieil homme demanda au jeune homme s'il avait déjà joué à ce jeu. Il expliqua qu'il avait observé ses rapides progrès de loin et lui demanda s'il était conscient que rien de tout cela n'était réel. Jin Se-woon, choqué de ne pas avoir remarqué le vieil homme plus tôt, déclara que c'était sa première fois ici et qu'il existait des jeux similaires dans son monde. Celui qui n'avait pas de nom fut très étonné par cela, car il reconnut que le jeune en face de lui venait vraiment d'un autre monde. Jin-si et le vieil homme remarquèrent alors que la nuit du troisième jour avait déjà commencé. Quand on l'interrogea sur la taille de la lune sur Terre, le garçon réalisa qu'il n'avait jamais remarqué à quel point celle d'ici était grande. Il s'avère que la lune, tant dans la réalité de Seo-won que dans celle du vieil homme, était plus petite que celle de cet endroit. Le vieil homme expliqua qu'il s'intéressait au protagoniste du jeu, qui rétorqua qu'il risquait une attaque surprise en restant ici. Ainsi, celui sans nom proposa de se déplacer vers un endroit plus sûr afin de reprendre la conversation, tandis que notre héros exigea l'assurance qu'il ne serait pas trahi. Le vieil homme ignora sa question et lui rappela qu'il devait garder le silence en tout temps. Il commença alors à sauter d'un arbre à l'autre tout en expliquant que le silence était leur seul moyen de ne pas être repéré. Cependant, le vieil homme se déplaçait un peu trop vite pour notre protagoniste geek. Et c'est ainsi que les deux se rendirent à un autre endroit. À ce moment-là, notre héros ne savait pas à quel point la rencontre avec cet homme affecterait sa vie. Plus tard, ailleurs sur la carte, une fois en sécurité dans un arbre élevé, Seo-won, qui avait peur de tomber, expliqua que son monde moderne avait créé des jeux virtuels similaires à celui-ci. Seo-won commença à se demander depuis combien de temps l'aîné l'espionnait, car il avait été le témoin direct de la rapidité de son développement. Il répondit alors à la question que notre héros se posait en expliquant qu'il avait tous les deux atterri au même endroit. Au début, le vieil homme voulait passer tout le match seul et en paix, mais il a fini par observer notre héros car il voulait lui demander pourquoi et comment ils avaient été traînés ici. Mais en apprenant que celui du monde moderne était tout aussi ignorant, le vieil homme fut confus, car il y avait supposément des jeux similaires dans sa réalité. Seo-won expliqua qu'il faisait référence à des jeux innocents et littéraux qui ne blessent personne, et que personne ne sait pourquoi le créateur du jeu les a amenés ici. Le vieil homme comprit rapidement ce que le jeune homme voulait dire, mais à sa grande surprise, il affirma que ce jeu serait une chance en or pour quelqu'un.
Selon notre héros, les joueurs ne meurent pas vraiment dans ce jeu, et les récompenses promises pour le top 10 seraient les objets qu'ils ont acquis dans le jeu. Le vieil homme comprit que le protagoniste faisait référence à l'équipement, aux arts martiaux et aux compétences qu'il avait acquis au cours de son périple. Xiaowon expliqua que contrairement au vieil homme, qui devait avoir une vie facile, des pouvoirs comme la magie pourraient vraiment le sortir de sa misère. Il était facile de voir que le vieil homme était un maître en arts martiaux très respecté, contrairement à notre gars pathétique qui voit ce jeu comme un moyen d'obtenir une vie plus facile. Xiaowon fut alors surpris et se précipita pour faire taire le maître sans nom qui éclata de rire. Alors que la conversation se poursuivait, ils réalisèrent qu'ils ne savaient même pas comment accéder à la carte. Sur ce, Jin Xiaowon et le vieux maître passèrent la nuit entière à converser, pendant qu'il expliquait en détail au vieil homme le fonctionnement du jeu. Quand le matin arriva enfin, leurs pieds touchèrent finalement le sol. Le vieil homme s'excusa alors auprès du protagoniste de lui avoir fait perdre autant de temps. Pourtant, Siwoon, qui appréciait les récits du monde du vieil homme, ne s'en soucia pas, car être aux côtés du vieil homme était l'endroit le plus sûr possible. Voyant qu'il avait beaucoup appris sur le jeu grâce à lui, le vieil homme demanda au jeune homme comment il pourrait jamais le remercier. En entendant cela, notre protagoniste exigea immédiatement d'apprendre les arts martiaux du vieux maître, car ils seraient cruciaux pour son objectif de survivre jusqu'à la fin. Après y avoir réfléchi un bref instant, l'expert en arts martiaux choqua le débutant en affirmant que ce serait compliqué. Selon le vieil homme, Xiaowon doit se préparer à rencontrer sa fin inévitable. Et ainsi, le maître demanda au jeune guerrier s'il était vraiment prêt à prendre un si grand risque. Selon le vieil homme, les codes de triche qui lui permettraient de réussir rapidement auraient un lourd prix à payer. Et alors qu'il demandait au jeune homme s'il était prêt, Xiaowon lui rappela que dans ce jeu, la vraie mort n'existe pas. Dans ce cas, la méthode pourrait être possible, ce qui excita notre protagoniste. Siwu devint excité lorsque le vieil homme expliqua qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour lui. Sur ce, le maître décida de vérifier la quantité d'énergie intérieure de son élève, mais ce qu'il trouva le laissa complètement sous le choc. Le garçon était si faible que même le chien du vieil homme avait plus d'énergie que lui, vu que Xiaowon venait d'une réalité sans magie après tout. Sur ce, l'élève reçut l'ordre de s'asseoir en tailleur. Tout était maintenant en place. Le vieil homme expliqua que le jeune homme allait maintenant ressentir une douleur horrible et qu'il ne pourrait pas y réagir. Selon lui, ne pas supporter l'agonie entraînerait la mort. Les sens du protagoniste avaient été grandement aiguisés au point que l'air semblait être des couteaux sur sa peau et de la lave dans ses poumons. À ce moment-là, quelque chose d'étrange commença à se produire alors que notre héros fut frappé par une sensation soudaine. Xiaowon se mit à hurler de douleur et d'agonie. Cette expérience était si intense que le jeune homme crut qu'il était sur le point de mourir, mais c'est seulement à ce moment-là que cela se produisit. Alors qu'il plongeait encore plus profondément dans la sensation avec ses sens améliorés, il se vit soudainement lui-même ainsi que le maître. Malgré les cris intérieures, de l'extérieur, le joueur semblait parfaitement immobile. Et c'est ainsi que l'expérience prit fin. Après cette expérience horrible, l'estomac de notre héros était complètement barbouillé. Le vieil homme expliqua au héros que le fait d'avoir survécu à cette méthode signifiait qu'il avait le potentiel de progresser. Les choses seraient désormais différentes, car le vieil homme avait changé le flux de QI à l'intérieur du jeune homme. Le maître souligna alors que son élève voulait gagner en force rapidement et qu'il avait utilisé un fragment de sa propre âme pour créer une porte d'absorption. Normalement, les êtres humains ne devraient pouvoir absorber le QI qu'en respirant, mais cette nouvelle porte changerait la donne pour notre protagoniste. Selon le vieil homme, la chair, l'esprit et l'âme qui composent un humain sont tous connectés par l'énergie vitale. Il demanda alors à Xiaowon ce qui arrive à l'énergie quand quelqu'un meurt, et le garçon supposa qu'elle périt avec son propriétaire. Selon le vieil homme, ce n'était pas le cas. Comme l'énergie vitale se divisait, c'était similaire à une goutte d'eau qui explose en touchant le sol. À la mort, l'énergie vitale retourne à la nature afin de maintenir le cycle de la vie. Mais selon le vieil homme, certaines personnes trouvaient que c'était du gâchis. Ces individus ont commencé à tuer pour voler l'énergie vitale. Mais comme le pouvoir n'était pas le leur, certains ont perdu leur pouvoir tandis que d'autres ont perdu la vie à cause du chaos intérieur. Et maintenant, le vieil homme avait donné au jeune sniper le pouvoir d'utiliser cette sombre capacité. Xiaowon réalisa qu'il aurait vraiment pu mourir, tandis que le vieil homme expliqua qu'il était différent des autres car il absorberait en utilisant une porte faite d'une âme. Le maître avait également modelé le corps du jeune homme, qui était dépourvu d'énergie intérieure, pour en faire un réceptacle parfait pour le QI absorbé. Xiaowon devina immédiatement que le vieil homme lui avait donné une technique aussi mortelle en raison des circonstances du jeu. Celui sans nom réalisa l'autre jour que même après la mort, l'énergie des joueurs persistait sur place. Cette technique, qui serait considérée comme maléfique car elle nécessitait de tuer, serait en fait parfaite pour l'environnement de ce jeu. Selon le vieil homme, si le jeune protagoniste continuait à tuer pour survivre, il deviendrait extrêmement puissant à la fin du jeu. Et ainsi, cela étant dit, le maître décida de faire ses adieux à son élève. À ce moment, Jin Xiaowon exigea de connaître le nom de l'homme qui lui avait fait ce grand cadeau. Le vieil homme se présenta comme l'immortel serein, Zhang Doshin, et révéla que le nom de la technique interdite était la technique de l'énergie intérieure sans entrave. Alors que le héros clamait sa dette éternelle envers l'immortel, celui-ci lui conseilla de travailler dur afin d'augmenter progressivement sa force. Dachin ouvrit alors la carte bien utile que le joueur lui avait montrée.
Finalement, le vieil homme affirma au jeune homme qu'il attendrait avec impatience leur prochaine rencontre. Et ainsi, l'immortel poursuivit son chemin. Ce ne fut pas une surprise pour le sniper caché de voir le maître disparaître rapidement. Cela lui donna envie d'une technique qui lui permettrait de bouger son corps plus facilement. Cela dit, Seo-won décida de se concentrer sur le jeu et de se diriger vers les abords de la zone autorisée. Grâce à sa vitesse incroyable, le maître les avait placés au centre en un instant. Mais maintenant seul, le jeune homme devait marcher une demi-journée pour retourner aux abords de cette carte incroyablement vaste. Le joueur repéra alors une maison avec de la lumière à l'intérieur. Cela pouvait signifier soit que l'endroit était complètement vide, soit qu'il abritait un débutant sans aucune expérience. Malgré tout, Seo-won fonça, car il était déterminé à conquérir cette maison. Notre héros entra discrètement dans la maison. Il fit de son mieux pour se faufiler sans faire de bruit. Et ainsi, le protagoniste soulagé éteignit la lumière de la lanterne, mais il ne put s'empêcher d'être déçu. Bien qu'il soit en sécurité, cette maison n'offrait que de la nourriture et un petit parchemin de guérison. Seo-won réalisa alors qu'il n'avait pas pu se reposer la nuit dernière, l'ayant passé à converser avec le maître, et il décida donc de fermer l'œil. Sur ce, notre joueur profita d'une nuit de sommeil paisible. Le 5e jour du jeu se leva rapidement. Notre héros profitait des quelques minutes de sommeil qui lui restaient. C'est alors que des bruits de pas se firent entendre. Celui qui dormait se réveilla en sursaut en entendant une voix dans la maison. Un ennemi avait maintenant atteint sa cachette. Seo-won, encore groggy pour avoir trop dormi, se précipita pour attraper son arbalète. À ce moment, le guerrier ouvrit la porte, dans le but de se reposer dans la maison, pour finalement trouver quelque chose d'alarmant. En ouvrant la porte, le guerrier vit une arbalète pointée sur lui. Le jeune homme tira rapidement, mais le samouraï fut vif et parvint à couper la flèche juste à temps. Voir que cette maison était déjà habitée agaça grandement le guerrier. À ce moment, notre héros l'attaqua avec ses couteaux de lancer. Le samouraï, qui continuait de foncer malgré les dégâts, reprocha à son adversaire d'oser utiliser des armes dissimulées. C'est alors qu'il fut attrapé par la tête. L'homme fut alors sauvagement projeté au sol. Seo-won éjecta alors rapidement l'épée de sa main d'un coup de pied. Notre héros était particulièrement irrité car son beau rêve avait été interrompu par celui qui mendiait maintenant pour sa vie. Le guerrier céda tous ses biens au protagoniste et commença à se plaindre de la difficulté de survivre. Mais le jeune sniper n'avait que faire et poignarda sans pitié le samouraï à la tête. Et ainsi, le guerrier connu sous le nom de Chiolon trouva la mort des mains de Jin Seo-won, qui luttait lui aussi pour survivre au jeu. Après son meurtre le plus récent, notre héros remarqua quelque chose d'intrigant, le coffre laissé par le samouraï était entouré d'une sorte d'aura verte. Le protagoniste reconnut rapidement cela comme étant l'énergie à laquelle le maître faisait référence. Même le sang sur ses doigts empestait cette énergie. Notre héros était maintenant en contact avec le soi-disant QI. À ce moment, le processus d'absorption commença. Xiao sentit une puissance immense parcourir ses veines alors qu'il goûtait pour la première fois à l'énergie vitale. L'énergie absorbée d'une seule personne rendit notre protagoniste incroyablement léger et rempli de force. Voyant cela, il se précipita pour vérifier sa fenêtre de statut. Seo-won avait maintenant une statistique d'énergie interne, avec 20 points acquis, qui était désormais active. Cela le rendit encore plus reconnaissant pour le cadeau du vieil homme et le détermina à obtenir plus d'énergie, même sans se salir les mains. Le survivant décida alors de vérifier combien de joueurs restaient dans le jeu. Mais en ouvrant le journal des éliminations, il fut complètement choqué. Au 5e jour, un total de 76 joueurs avaient déjà été éliminés. À ce moment, quelque chose changea sur l'écran. Le nombre de survivants vient de passer de 24 à 23. Nam Seo-kwang, avec ses arts martiaux, a réussi à tuer quelqu'un du nom de Cal Verstappen. Ailleurs sur la carte, quelqu'un était sur le point de trouver la mort. Pourtant, avant de trépasser, le joueur prononça le nom de son tueur, et ainsi, il ne resta de lui qu'un coffre contenant ses objets. Nam Seo-kwang était plutôt déçu car le joueur qui avait attaqué en premier s'était avéré incroyablement faible. Agacé par tout cela, il décida de vérifier le journal des éliminations. Seulement 22 joueurs restaient dans le jeu. Pour une raison quelconque, le nom de notre protagoniste qui apparaissait dans le journal des éliminations semblait familier à l'artiste martial. Pendant ce temps, le même protagoniste décida d'éviter Nam Seo-kwang à tout prix. Il savait très bien qu'il n'aurait aucune chance contre lui, vu à quel point il avait lutté pour tuer un moins que rien. Sur ce, notre héros décida de piller la maison avant que la carte ne rétrécisse encore plus. Vu que le samouraï n'avait laissé derrière lui qu'un butin médiocre, on pouvait penser qu'il aurait pu gagner le combat s'il avait eu de meilleurs objets. Notre héros décida de disparaître dans la nature jusqu'à ce que le nombre de joueurs diminue encore plus. 7 jours ont passé depuis. Seo-won réalisa à quel point sa chance avait été grande au début du jeu. Pendant ces 7 jours, tout le butin qu'il avait acquis en chassant pouvait être considéré comme absolument inutile. Et comme le sniper caché s'était dissimulé aux abords de la carte et se déplaçait constamment, il avait évité de tomber sur d'autres ennemis. Au 12e jour du jeu, Seo-won en avait assez de manger continuellement de la viande séchée. Maintenant face à un ours, il commença à penser qu'il ne restait que 20 joueurs dans le jeu. Dès qu'il sortit sa main de la barrière, il la sentit comme paralysée. Le héros, qui serait gelé en dehors de la zone, commença à penser que tous les joueurs restants étaient prudents et que le fou était le seul à tuer.
À ce moment, le jeune homme remarqua quelque chose d'intrigant. En voyant un étrange nuage se former au-dessus d'une zone voisine, Siwon en déduisit qu'un grand combat avait lieu. Le fou était presque à bout de souffle. Un groupe de joueurs puissants s'était uni afin de trouver et d'abattre Nam Sagwang. Le joueur trouvait assez pathétique qu'ils se liguent tous contre un seul enfant comme lui, mais était heureux car il lui épargnait l'effort de les traquer. Nam Sagwang demanda alors à ceux qui en voulaient à sa vie s'ils s'étaient préparés à mourir avant de venir ici. Et ainsi, le garçon sauta dans les airs. Au début, les joueurs supposèrent que leur cible essayait de s'échapper. Mais à cet instant, le garçon attrapa l'un de leurs crânes et l'éclata avec une grande facilité, comme un ballon. Cela laissa tous les autres incroyablement horrifiés. Nam Seokwang décida alors d'abattre un deuxième joueur. En un clin d'œil, le fou commença à se frayer un chemin à travers les innombrables joueurs. Cette bataille ne pouvait pas être qualifiée de combat. En fait, on pourrait même la décrire comme un massacre total, vu comment les joueurs se faisaient massacrer à gauche et à droite. Le journal des éliminations montrait clairement que si rien n'était fait, Nam Sagwang deviendrait le champion incontesté de ce jeu. Pendant ce temps, notre protagoniste choqué regardait avec horreur le fou ajouter de plus en plus de noms à son KDA. En voyant cela, notre héros commença à penser que Nam Sagwang devait utiliser une sorte de code de triche. Finalement, les joueurs faibles ne pouvaient rien faire contre un jeune homme si puissant. Il était particulièrement agacé d'être forcé de se tremper dans le sang collant de ses ennemis. Cela dit, le fou décida de trouver un endroit où il pourrait se laver. Un certain temps s'était écoulé, et c'était maintenant la nuit. Quelqu'un arriva sur les lieux. Celui aux oreilles pointues reconnut le bâton ensanglanté comme étant celui de son père. En voyant cela, l'elfe fit le serment au nom des escrocs de venger sa camarade tombée au combat, Elisabeth. 89 des 100 joueurs avaient déjà trouvé la mort. Notre héros n'avait plus qu'à attendre une mort de plus pour entrer dans le top 10. Il réalisa également qu'il devait obtenir un meilleur équipement s'il voulait avoir une chance contre le tout-puissant Nam Sagwang. Le jeune homme repéra alors un manoir qui serait englouti par la zone interdite demain matin, et il s'y précipita, affirmant que c'était le dernier endroit où il pourrait farmer en paix. Seo-won ouvrit doucement la porte pour vérifier si quelqu'un était à l'intérieur. Notre héros fut émerveillé par l'intérieur du manoir. Contrairement aux minuscules maisons qu'il avait visitées, il se trouvait maintenant dans un établissement énorme et bien décoré. Il tomba ensuite sur une armure de la garde royale qui nécessitait une force de 110 pour être portée. Siwon, qui avait une force pathétique de 30, n'eut d'autre choix que de laisser l'objet puissant derrière lui. Alors qu'il continuait à fouiller le manoir, il remarqua un autre objet intéressant. Notre héros avait acquis un élixir de perspicacité qui lui permettrait d'augmenter son énergie intérieure et avait un temps de rechargement de 3 heures. Cet objet laissa notre héros stupéfait et il se demanda si ce manoir n'était rempli que de choses incroyables à piller. Il trouva même un livre d'arts martiaux intitulé Les secrets du poing incassable. Et juste au moment où notre tireur d'élite commençait à penser que ces objets l'obligeraient à se cacher quelque part comme la pierre de cercle, il marcha soudainement sur quelque chose de creux. Seo-won fut intrigué. Il avait maintenant trouvé l'entrée de l'entrepôt de la dimension. Mais juste au moment où il s'apprêtait à entrer, une énorme explosion se produisit soudainement. Et avant même que notre protagoniste puisse réaliser ce qui se passait, il se jeta instinctivement par la fenêtre. Notre héros avait du mal à suivre ce qui se passait, mais il réussit néanmoins à s'échapper, projeté dans les buissons à la dernière seconde. Et c'est ainsi que Siwon tomba dans un buisson près du manoir. C'était assez déroutant, car Siwon s'était assuré que personne ne le suivait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vit quelque chose qui attira son attention. Notre héros reconnut le mage en face de lui comme celui qu'il avait vu dans le hall. Le mage fit remarquer que sa cible avait vraiment acquis son impressionnant KDA uniquement par son talent, puisqu'il avait survécu à l'explosion. Et alors qu'il commençait à l'éviter, l'elfe promit qu'il n'oublierait jamais le nom de Nam Sagwang. Le jeune homme exhorta le magicien à cesser de se surestimer et de fanfaronner. Nam Sagwang pressa cet ennemi volant de commencer le combat sans plus attendre, car il n'avait pas de temps à perdre. Comme le fit remarquer l'elfe, le jeune homme ne resterait pas arrogant bien longtemps. Ce dernier ne put s'empêcher d'être amusé par l'attitude de son ennemi. Pendant ce temps, Jin Seo-won était vraiment choqué de voir que le tout-puissant Nam Sagwang, qui avait éliminé d'innombrables joueurs, était en fait assez jeune. Le mage trouva le jeune homme plutôt arrogant et décida de lui donner une leçon d'humilité sur le champ. Notre faible héros n'eut d'autre choix que de regarder les deux titans s'affronter. À ce moment-là, celui que l'on appelait escroc invoqua la foudre. Il commença à canaliser les éclairs afin de lancer ses attaques. Et c'est ainsi que le jeune artiste martial n'eut d'autre choix que d'esquiver les attaques venant d'Enno. Le mage en avait assez que l'artiste martial esquive constamment ses attaques et le pressa de passer à l'offensive, tout comme il l'avait fait avec Elisabeth. C'était la première fois de sa vie que le jeune homme talentueux tombait sur quelqu'un d'aussi puissant que l'elfe. Le mage se sentit grandement irrité par le jeune homme qui continuait d'esquiver ses attaques, et il décida donc de recourir à l'un de ses coups spéciaux pour mettre fin au combat rapidement. Et c'est ainsi qu'une tempête de foudre fut déchaînée sur l'artiste martial. Nam Sagwang sentit qu'un seul de ses éclairs pourrait le sortir du jeu. Malgré cela, il resta calme et fit de son mieux pour esquiver toutes les attaques imminentes. Cela dit, le combattant sauta aussi haut que possible. Le mage fut surpris, car bien qu'il l'évitait haut dans les airs, Nam Sagwang réussit à réduire la distance entre eux. Cela dit, le jeune artiste martial se prépara à porter le coup de grâce.
Le mage affirma que sa seule force ne pourrait jamais briser sa barrière magique avant de couper le jeune homme en deux avec son bâton. Au début, il semblait que le tristement célèbre joueur avait enfin trouvé sa fin, mais c'est alors qu'il disparut. Le mage réalisa qu'il venait d'abattre une illusion. À ce moment-là, quelque chose intrigua le spectateur. Seo-won fut stupéfait par la puissance de l'elfe qui surpassait même le fou, et par le fait qu'il était assez fort pour arrêter un train. Escroc supposa que son adversaire avait dû s'échapper hors de sa portée, vu que son objet de détection ne pouvait pas le repérer. Et cela dit, l'elfe jura à haute voix qu'il prendrait la vie du jeune artiste martial la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Pendant ce temps, le jeune homme en question faisait de son mieux pour s'enfuir. Pour leur prochaine rencontre, Nam Sagwang était déterminé à ne pas se laisser surprendre comme aujourd'hui et à mettre enfin un terme à la vie du mage. Pourtant, la priorité actuelle du jeune artiste martial était de fuir pour se reposer. Après le combat, le mage retourna au sol et commença à observer tranquillement la zone, mais il ne parvint pas à repérer notre héros à cause de sa cape magique. Seo-won supposa alors que ni le mage ni le puissant artiste martial ne retourneraient de sitôt sur le lieu du combat. Et c'est ainsi qu'il put localiser ce qu'il cherchait. Maintenant, devant l'entrée de l'entrepôt, Seo-won se mit à imaginer qu'il était rempli d'objets importants et de grands trésors. À première vue, les escaliers descendaient. Pourtant, voyant que personne ne semblait avoir encore exploré cet entrepôt, notre héros décida d'être le premier à y entrer. La lampe qu'il avait volée dans l'une des maisons s'avéra très utile. Ainsi, en atteignant le bas des escaliers, il l'accrocha. Seo-won avait maintenant atteint une zone de stockage de nourriture. Cela le laissa particulièrement déçu, car il avait espéré trouver des objets pour ne tomber que sur de la nourriture. Son estomac gargouillant, qui n'avait été rempli que de viande séchée dégoûtante jusqu'à présent, n'était pas si déçu. Et ainsi, après une heure, notre héros termina enfin son repas. Le jeune Coréen aurait aimé avoir du riz avec ce repas, mais il ne pouvait pas se permettre de faire la fine bouche. Sur ce, satisfait, il jeta un œil au livre d'arts martiaux qu'il avait acquis. Voyant que ce livre parlait d'un art martial disparu créé par un homme ridiculisé qui voulait perfectionner l'art du poing, Seo-won fut assez déçu. Mais tout comme pour la nourriture, le survivant ne pouvait pas se permettre de faire la fine bouche avec ses compétences. Après y avoir réfléchi, le protagoniste décida de consommer l'élixir avant d'essayer de tester son nouvel art martial. Au début, le jeune homme hésitait car sa première expérience avec la pierre de cercle avait été vraiment douloureuse, mais son obsession pour la force le poussa à boire l'élixir d'un seul coup. Et c'est ainsi que le processus commença. Siwon pouvait sentir le mana affluer dans son corps, mais il le jugea bien trop faible par rapport à l'énergie qu'il avait absorbée plus tôt. À cause du pouvoir de l'élixir, Siwon perdit la capacité de bouger son corps pendant 3 heures. Et après une longue attente, il reprit enfin le contrôle de son propre corps. Le tireur d'élite, qui avait dû attendre 3 heures, se sentit épuisé. Celui qui s'était caché dans la forêt pendant 7 jours était reconnaissant d'avoir survécu au combat entre l'artiste martial fou et le grand mage. Et cela dit, notre héros alla enfin dormir. C'est ainsi que la longue journée prit fin. C'était maintenant le 13e jour. Dès que le jour se leva, notre héros ouvrit la trappe de l'entrepôt. Il ne fut pas surpris de se retrouver à côté de la zone interdite et décida de consulter le journal des éliminations. Il ne restait plus que 10 survivants dans le jeu. Mais à ce moment-là, le jeune homme remarqua quelque chose d'intrigant. Selon le système, le gentil vieil homme d'avant s'était suicidé. Seo-won a émis l'hypothèse que son maître, sachant que la mort n'existe pas dans ce royaume, avait dû essayer une méthode d'entraînement insensée. Notre héros trouva que c'était la seule explication logique et fut déçu de n'être entré dans le top 10 que grâce à la mort de l'immortel. Sa cape fut alors prise dans la zone restreinte. Voyant que la carte rétrécissait, notre héros décida de se déplacer sur le champ avant de se faire engloutir par la zone interdite. Et sur ce, le survivant reprit sa route. Seo-won prévoyait d'éviter les combats autant que possible. Pour quelqu'un d'aussi faible que lui, c'était le moyen le plus sûr de grimper dans le classement quand soudain, notre héros sentit quelque chose approcher. Siwon esquiva l'attaque surpuissante à la dernière seconde. Cette énorme boule de feu l'avait presque pris par surprise. Une seule personne lui vint à l'esprit, voyant qu'il était attaqué par de la magie. Et il s'avéra que ce qu'il craignait était vrai. L'humain se tenait maintenant devant Seo-won, le grand mage. L'elfe était quelque peu déçu car sa détection d'objets n'avait pas localisé l'artiste martial fou, mais un tireur d'élite sans nom. C'était la faute de Seo-won, car il avait été si captivé par sa nouvelle vitesse après avoir absorbé l'énergie qu'il en avait oublié d'être vigilant. L'elfe demanda alors à l'humain s'il savait où se trouvait Nam Sagwang. Le mage déclara que le tireur d'élite serait éliminé s'il ne répondait pas à sa question. Mais il ne se doutait pas que sa cible était plus proche que prévu. Le mage expliqua au jeune homme qu'il ne lui laisserait la vie sauf que s'il lui disait où se trouvait sa cible. Mais notre tireur d'élite sans nom affirma qu'il ne pouvait absolument pas connaître l'emplacement de l'artiste martial fou. C'est alors seulement que le jeune homme vit quelque chose de choquant. Au moment où l'elfe s'apprêtait à l'éliminer, quelque chose fonça sur lui depuis le ciel. Et c'est ainsi que le jeune homme percuta la barrière magique du grand mage. Escroc avait été pris par surprise. Nam Seokwang, qui s'était complètement rétabli, souligna que le mage devait être à court de mana. Notre protagoniste fut choqué de voir l'artiste martial de génie apparaître de nulle part. Ceci étant dit, Nam Sagwang décida d'éliminer sa cible, et d'un seul coup,
Son poing fit voler en éclats la barrière magique. Escroc se moqua de la force de l'artiste martial et expliqua que de telles attaques ne pouvaient en aucun cas le blesser. Quand tout à coup, il se mit à saigner. Nam Sagwang demanda à l'elfe s'il connaissait le Ganji. Parmi ses arts, il y en avait un nommé Sogung, et l'une des rares personnes à le maîtriser fut choquée de se voir forcée d'y recourir. Nam Segan expliqua que Escroc devrait être honoré d'être le premier joueur à subir cette technique. Et c'est ainsi que les cordes vocales de celui aux oreilles pointues furent arrachées. Maintenant incapable de parler, le grand mage ne pourrait plus incanter ses sorts. Selon la petite bête, l'elfe aurait facilement pu être l'un des plus forts survivants du jeu s'il ne s'était pas frotté à lui. C'était un miracle pour notre faible protagoniste de voir Nam Sagan tendre une embuscade au mage, et il décida donc de s'enfuir immédiatement pendant que les monstres étaient occupés l'un avec l'autre. Malgré tout, Sewon était incapable de détourner les yeux du combat. À ce moment-là, le grand mage fut poignardé dans le ventre. On pouvait dire qu'il était maintenant à l'entière merci de l'artiste martial hors norme. Voir l'intouchable grand mage se faire humilier par l'artiste martial était un spectacle captivant. Mais en voyant cela, une seule pensée traversa l'esprit de notre protagoniste, anesthésiant toutes les autres émotions. Jin Seo-won commença à se demander à quel point sa propre force augmenterait s'il absorbait l'énergie vitale de ces deux titans. Sa faim et son obsession pour la force prenaient maintenant le dessus sur lui. Nam Sagan commença à se moquer du fier elfe d'être vaincu ainsi et à rire de lui pour ne même pas pouvoir prononcer ses derniers mots. Escroc, à qui il manquait une gorge, était vraiment incapable de parler, pourtant il parla à l'artiste martial de sa disciple préférée, Elisabeth, qu'il avait tuée, par télépathie. Selon le mage, Elisabeth, qui était son élève préféré, fut rejetée par la société et l'université à cause de son genre. Mais alors que l'elfe divaguait sur ses regrets, Nam Seokwon affirma qu'elle devait être habillée comme un homme, car il ne se souvenait pas d'avoir tué une fille. Ceci étant dit, tout était en place pour enfin abattre l'artiste martial. Celui-ci ne comprit pas ce que l'homme sur le cercle de la mort essayait de dire. Mais notre protagoniste remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Seo-won leva les yeux au ciel. Une lumière orange illumina le bleu du ciel. Des cieux, un météore descendit sur la carte. Selon le jeune artiste martial, cela aurait dû être impossible car il avait privé le mage de sa capacité à incanter des sorts. Alors Escroc révéla qu'en tant que grand mage, il pouvait sacrifier son mana et sa force vitale afin de lancer Armageddon, le sort ultime. Et c'est ainsi que le puissant artiste martial se mit à courir pour sa vie, sentant que l'elfe l'entraînerait dans la tombe. Notre frêle héros fit de même et regretta de ne pas avoir fui la scène plus tôt. Finalement, Escroc était heureux de retrouver Elisabeth, et il souhaita avoir une chance de plus de la revoir. Le grand mage finit par trépasser, laissant derrière lui un coffre rempli de ses objets. À ce moment-là, le météore frappa enfin le sol et causa de grands dégâts. Un elfe remarqua la gigantesque explosion de loin. Selon cet homme, il n'y avait qu'un seul individu qui avait le pouvoir d'utiliser une magie aussi destructrice. Après l'explosion, notre héros se retrouva dans un état critique, car il ne s'était pas échappé plus tôt à cause de sa soif de force vitale. Malgré tout, il refusa de mourir. Siwon utilisa alors les parchemins de guérison qu'il avait accumulés pour se soigner. Cette fois, il réussit à échapper de justesse aux griffes de la mort grâce à un élixir qu'il avait consommé. Voyant que les blessures avaient disparu mais que la douleur persistait, le tireur d'élite décida d'utiliser d'autres parchemins de guérison. Et après en avoir utilisé plusieurs, il retrouva enfin la capacité de respirer normalement. Cette catastrophe avait vidé le protagoniste de tous ses objets de guérison. Seo-won décida alors de jeter un œil au journal des éliminations. À cause du dernier sort du défunt grand mage, notre héros ne pourrait plus absorber son énergie vitale. Pourtant, à son grand choc, Nam Sagwang semblait avoir survécu car son nom n'était pas mentionné dans le journal des éliminations. C'est alors seulement que ses oreilles perçurent quelqu'un qui appelait à l'aide. Seo-won alla discrètement vérifier la source de ses cris, et c'est ainsi qu'il tomba sur leur origine. Notre faible héros fut choqué par ce que ses yeux voyaient. Le puissant artiste martial était proche de la mort et incapable d'utiliser un parchemin de guérison par lui-même. Même Nam Sagwang n'avait pas pu esquiver le météore invoqué par le grand mage, car il avait maintenant perdu ses deux bras, le rendant incapable d'utiliser des parchemins de guérison. À ce moment-là, le jeune homme remarqua quelqu'un à proximité et le supplia d'utiliser le parchemin pour lui, mais cette personne le reconnut comme étant Nam Sagwang. Voyant qu'il avait été démasqué comme étant le joueur le plus fort, l'artiste martial fut horrifié. Seo-won expliqua qu'il était curieux de connaître les objets qui faisaient de Nam Sagang le plus fort et que c'était une surprise de le voir dans un état aussi pathétique. L'artiste martial promit alors au protagoniste de faire de lui le vainqueur du jeu en échange de son aide et tenta de le persuader que son aide était cruciale. Pourtant, le survivant ne pouvait se concentrer que sur les objets de l'artiste martial ainsi que sur sa force vitale, car il était certain que cela ferait de lui le grand champion du jeu, tandis que Nam Sagwang affirmait que la plupart de son butin ne provenait pas du jeu. Jin Seo-won se présenta alors à celui qu'il s'apprêtait à éliminer. Finalement, Nam Sagwang s'avoua vaincu. Mais dans un dernier souffle, il jura qu'il n'oublierait jamais le nom de celui qui lui avait fait du tort. Et c'est ainsi que le joueur le plus fort du jeu fut poignardé à la tête. Notre héros se sentit bizarre, car il venait de tuer quelqu'un qui paraissait assez jeune. À ce moment-là, le processus commença. Son corps se mit à absorber l'énergie vitale.
Le tireur d'élite était complètement stupéfait par la quantité d'énergie. Nam Seo Guang devait être gorgé d'énergie vitale, car le protagoniste se retrouva rempli d'un chi incroyable. À ce moment-là, le journal des éliminations fut mis à jour. Tous furent notifiés qu'il ne restait que 8 survivants dans le jeu et que Nam Seo Guang avait trouvé la mort des mains de Jin Seo-won. L'archer réalisa rapidement que, le chat étant parti, les souris allaient enfin pouvoir sortir pour jouer. Après avoir absorbé cette quantité folle d'énergie vitale, Seo-won ne put s'empêcher de se considérer comme invincible. Notre héros remarqua alors le coffre de sa dernière victime à proximité. Vu la quantité d'énergie interne qu'il avait reçue, le protagoniste était certain que le coffre contenait un butin de choix. Et en l'ouvrant, il ne fut pas du tout déçu. En fait, notre héros se trouva plutôt satisfait. Seo-won avait acquis un tas d'anneaux qui augmentaient son agilité, sa force, son endurance, ainsi que sa résistance magique. Avec ça, on ne pouvait s'empêcher de trouver que l'artiste martial fou était un sacré menteur, puisqu'il prétendait ne pas utiliser d'équipement alors qu'il possédait toutes ces superbes bagues. À ce moment-là, le protagoniste commença à se sentir différent, il invoqua donc immédiatement sa fenêtre de statut. Xiaowon était heureux de voir que toutes ses statistiques avaient beaucoup augmenté, sa résistance à la magie atteignant même 90. Et avec ça, notre héros était maintenant certain qu'il deviendrait le champion du jeu. Le coffre contenait également de nombreux livres d'arts martiaux que le protagoniste ne pouvait pas apprendre, car il devait y avoir une condition à remplir au préalable. À cet instant, quelque chose attira l'attention du tireur d'élite désormais puissant. Il s'aperçut qu'un ennemi se rapprochait. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un lança un sort de feu sur lui. Jin Si-won fut frappé de plein fouet par une puissante explosion de feu. Le lanceur de sorts lui reprocha d'avoir baissé sa garde en ramassant des objets. Il a même prétendu que Si-won devait être vraiment chanceux, car quelqu'un qui tomberait dans le piège d'une telle attaque surprise avait très peu de chances d'éliminer Nam Seo Guang. Mais au plus grand choc du mage, sa cible restait debout même après avoir été touchée par ses flammes. Grâce à ses 90 points de résistance à la magie, le tireur d'élite était devenu si fort que de tels sorts n'étaient même plus capables de l'égratigner. Et sur ce, il commença à bouger. Se voyant approcher à vitesse de marche, le mage commença à paniquer et menaça de lancer un sort encore plus puissant. Sur ce, le mage commença à canaliser sa magie pour lancer une attaque puissante. Pourtant, selon notre protagoniste, ce serait inutile. Et juste comme ça, le tireur d'élite continua de marcher même après avoir subi une énorme explosion de feu. Le moment était venu de lancer la contre-attaque. Seo-won décida d'utiliser son premier art martial. Pour frapper l'adversaire, il utilisa son point de la souffrance directe. Le coup était si puissant que l'adversaire se mit à cracher du sang avant d'être projeté contre un arbre voisin. En voyant à quel point sa puissance de feu avait augmenté, le jeune homme choqué comprit que la force de frappe des arts martiaux dépendait grandement de l'énergie interne. Et sur ce, et d'un seul coup, le nombre de survivants diminua d'un. Alors qu'il absorbait l'énergie de sa dernière victime, Seo-won commença à penser que sa résistance à la magie de 90 devait le protéger des sorts intermédiaires. Voyant comment le génie des arts martiaux avait été éliminé, tous les survivants restants allaient maintenant se montrer. Sur ce, notre héros ne mit pas longtemps à réaliser qu'une longue nuit l'attendait. Et sur ce, il se remit en mouvement. Avec ces nouvelles améliorations, Jin Seo-won avait acquis une vitesse similaire à celle du vieil homme envers qui il avait une immense dette de gratitude. Après avoir été en mouvement pendant 60 minutes, notre héros s'arrêta un bref instant pour explorer la zone. Quand il entendit soudain quelqu'un l'exhorter à sortir, Seo-won fut choqué de voir qu'il y avait un joueur qui crierait comme ça en pleine nature. Le braillard avec une épée géante voulait que le protagoniste prouve sa bravoure en se montrant. Le grand monstre musclé hurla que tous les autres concurrents se cachaient sûrement de lui, quand soudain quelque chose vola vers lui. L'épéiste remarqua rapidement le projectile qui arrivait et utilisa sa grande épée pour se protéger de la flèche. Et alors que le monstre musclé était furieux de ce qu'il considérait comme un geste lâche, Seo-won devint curieux. Il commença à s'interroger sur l'archer qui avait tiré la flèche. Selon l'épéiste, il n'y avait qu'un seul tireur d'élite capable de tirer une flèche après l'avoir infusée d'une quantité incroyablement grande d'aura. Le tireur d'élite en question porte le nom de Jurikana. L'homme fut intrigué de voir que l'épéiste le connaissait. Cela poussa le monstre musclé à révéler à Jirokana que lui et le reste des mercenaires le considéraient comme un archer divin légendaire. Le culturiste proposa alors à l'archer de faire équipe pour gagner la compétition, en commençant par éliminer Jin Xiaowon. Sur ce, celui aux oreilles pointues atterrit sur le sol. Le mercenaire se présenta immédiatement comme étant Stanko. Il promit ensuite à l'archer qu'il serait satisfait de lui, car il était assez célèbre dans sa guilde. L'elfe répondit par un seul mot. Stanko ne put s'empêcher de trouver le soi-disant archer divin plutôt stupide. Jirokana fut alors assez intrigué, car il semblait avoir mal calculé son timing. Le mercenaire affirma alors que c'était une erreur mortelle pour un tireur d'élite de réduire la distance. Il ne fallut pas longtemps à Stanko pour rompre son alliance avec l'archer légendaire et le trahir. Et sur ce, il balança sa lame pour éliminer l'archer. Mais il ne savait pas que quelque chose volait vers lui à grande vitesse. Et juste comme ça, une flèche venue de derrière pénétra le crâne du mercenaire géant. Jirokana trouva plutôt risible que Stenko pense qu'il accepterait réellement de faire équipe avec lui.
Celui qui avait perdu beaucoup de temps décida alors de se concentrer sur la localisation de sa priorité absolue, qui était notre protagoniste. Le même protagoniste qui se précipita pour voler la vitalité du coffre abandonné, alors qu'il ne restait que 6 personnes dans le jeu. Il devint alors assez agacé que l'énergie ne soit pas absorbée plus rapidement. À ce moment-là, le tireur d'élite se retourna soudainement. Xiaowen se figea sur place. Alors que le regard de l'ennemi se fixa soudainement, notre héros commença à paniquer, pensant que l'elfe avait réussi à le repérer malgré sa cape d'invisibilité. Il commença à penser que l'ennemi pourrait avoir une sorte de capacité cachée et se reprocha de s'être précipité pour absorber l'énergie vitale sans y réfléchir. Finalement, Jirokana décida de ne pas s'embêter avec le butin de Stanko, voyant à quel point il était faible. Et pensant que les objets à l'intérieur du coffre ne seraient qu'un poids mort, l'archer légendaire partit enfin. Cela soulagea Seo-won qui était sur ses gardes, et il tomba au sol. Il fut surpris par la qualité des instincts de l'archer. Le nom de cet homme était maintenant gravé dans la mémoire du protagoniste. Jin Seo-won avait maintenant trouvé le prochain grand méchant qu'il devrait affronter. Peu de temps après, la carte commença à rétrécir encore plus vite. Le protagoniste remarqua ce changement. Bien qu'il restait 87 jours, Seo-won supposa que, puisque la plupart des joueurs avaient été éliminés, le taux de rétrécissement avait dû augmenter. C'est alors seulement qu'il tomba sur quelque chose de délicat. Notre héros se trouvait maintenant devant une large zone dégagée. Tous les joueurs connaîtraient immédiatement sa position s'il se battait dans ces hautes herbes. Soudain, quelqu'un attaqua. Le protagoniste se retourna pour battre en retraite, et en voyant les lames vertes se précipiter vers lui, l'homme invisible resta sous le choc. Alors que l'attaque s'abattait sur le sol, Seo-won parvint à esquiver tous les coups. C'était assez choquant de voir quelqu'un le viser parfaitement, étant donné que sa cape devrait le rendre indétectable. Et juste comme ça, l'ennemi l'attaqua une fois de plus. Voyant que les projectiles étaient maintenant plus nombreux qu'avant, Xiaoun réalisa que sa seule option était de les affronter de front, et l'homme invisible prit une posture de combat. Seo-won allait maintenant essayer d'avoir foi en son énergie interne, car c'était tout ou rien à ce stade. Sur ce, il utilisa son point de l'échange extrême. L'attaque de son point créa une puissante onde de choc qui brisa toutes les attaques à l'impact. Notre héros venait de réaliser à quel point il avait sous-estimé sa force. Juste comme ça, il sauta haut dans les airs. Sa priorité était maintenant de localiser celui qui l'avait attaqué. À ce moment-là, quelque chose attira le regard de notre homme invisible. L'ennemi avait enfin été repéré. Le même homme qui fut choqué de voir que l'attaque dans laquelle il avait mis toute sa force fut contrée par un seul coup de poing. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelqu'un fut poignardé, et le sang gicla partout. Le mage fut choqué de voir que quelqu'un l'avait transpercé par derrière. Son meurtrier lui reprocha de ne pas avoir économisé de mana pour lancer un bouclier ou même un sort de détection. Ce personnage discret affirma que la furtivité était sa spécialité, puisqu'il était un assassin. Et juste comme ça, un autre joueur tomba, réduisant le nombre de survivants à 5. À ce moment-là, notre héros atterrit sur le sol. L'assassin le reconnut immédiatement. Jin Seo-won était maintenant devenu une célébrité, étant celui qui avait tué Nam Sagwang. On lui expliqua alors que, pour cette raison, tous les autres joueurs devaient être à ses trousses. L'assassin expliqua ensuite qu'il n'avait jamais échoué à abattre une cible auparavant. Sur ce, chacun des survivants passa à l'action. Le tireur d'élite et l'assassin se chargeaient maintenant l'un l'autre. Qui est-ce? Mais celui avec les lames a affirmé que son adversaire manquait de vitesse. Et c'est ainsi que l'assassin a été le premier à verser le sang. Le bras de notre protagoniste était maintenant couvert de blessures. Siwoo, qui a réalisé que son adversaire était coriace, a pu survivre aux entailles en se couvrant d'une couche d'énergie intérieure. L'assassin a ensuite expliqué que sa victoire était certaine, car il réussissait toujours à abattre ses cibles dans l'obscurité. Notre héros était assez agacé, car c'était la première fois qu'il affrontait un assassin. Mais en réalisant que les pouvoirs de l'adversaire étaient liés à l'obscurité, il a soudainement eu une idée. Cela dit, l'assassin a décidé de mettre fin au combat. Il a commencé à utiliser une de ses compétences. L'assassin avait soudainement disparu. Il a ensuite rapidement réduit la distance entre lui et sa cible avant de porter un double coup qui aurait dû couper notre héros en deux. À ce moment, Jin Seo-won, qui a fait en sorte que l'ennemi attaque son image rémanente, a commandé sa technique de furtivité. Pourtant, la compétence de l'assassin ne pouvait rivaliser avec la cape de furtivité de notre protagoniste. Après avoir attrapé l'adversaire par les bras, Seo-won, qui se trouvait maintenant derrière sa cible, a expliqué qu'il l'avait localisé en sentant son énergie intérieure. Il a ensuite exhorté l'ennemi à continuer de parler avec arrogance. Avant qu'il ne lui brise les deux bras, l'assassin a commencé à le supplier de l'épargner et a promis, en échange, d'aider notre héros à combattre les autres concurrents. Mais avant que l'homme ait pu finir sa phrase, Siwoo lui a brisé le squelette, lui portant le coup de grâce. Il ne restait plus que 4 survivants dans le jeu, car celui nommé Tamarin avait trouvé la mort des mains du protagoniste. L'artiste martial a ensuite absorbé avec succès les énergies de l'assassin ainsi que celles du mage et s'est précipité pour piller leur coffre. Pourtant, en fouillant dans le coffre de Tamarin, Xiaoun a trouvé un livre plutôt inattendu. Ce livre de compétences lui permettrait d'invoquer un certain nombre de clones de lui-même, proportionnels à son énergie intérieure. Si l'assassin avait su manier l'énergie intérieure,
il aurait été un sacré problème avec ce livre entre les mains. Quant à l'autre coffre, il contenait l'œil de Carmen, qui peut localiser même les cibles les plus furtives, mais le héros ne pouvait pas la prendre car son cercle était trop bas. Et alors que le protagoniste commençait à réaliser que sa cape d'invisibilité n'était finalement pas invincible, quelque chose a foncé sur lui depuis le ciel. Seo-won a instinctivement penché la tête pour éviter le projectile qui lui aurait transpercé le crâne. Il a été intrigué de voir une flèche devant lui. Notre héros n'a pas mis longtemps à réaliser l'identité de celui qui l'avait tiré. Soudain, un objet géant a foncé sur le protagoniste. C'était la première fois que Seo-won voyait un tel sort, et il était certain que l'archer nain n'était pas l'incantateur. Voyant qu'il ne pouvait pas esquiver le sort qui approchait, notre héros n'a eu d'autre choix que de l'affronter de front. Et ainsi, le lourd rocher a été frappé par un coup de poing extrêmement direct. Après beaucoup d'efforts et après avoir injecté une grande quantité de mana dans son poing, le jeune homme a finalement réussi à briser le rocher géant. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il se faisait attaquer par deux joueurs en même temps. À ce moment, quelqu'un a loué le protagoniste pour sa force. Seo-won a ensuite échappé à l'éclair de givre de justesse. Il a ensuite pris ses distances avec l'ennemi. Il s'est avéré que notre héros devait maintenant combattre 3 ennemis à la fois. Ils s'étaient tous les 3 réunis pour l'éliminer. Désormais face à Santurk, roi de Kherson, Carion, le bras droit du roi démon, ainsi qu'à Urokana, l'archer divin, notre pauvre protagoniste, qui n'a même pas de titre cool, se trouvait dans une situation bien délicate. Les 3 hommes ont affirmé au jeune homme qu'il mettrait fin à son parcours. Face à une équipe unie contre lui, le meilleur choix aurait été de créer un conflit entre eux, ce qui était impossible car il lui était inconnu. À ce moment, le mage noir est allé saluer le roi de Kherson. Santric était dégoûté qu'un magicien noir s'adresse à lui, alors le mage s'est excusé et lui a rappelé que le rang n'existait pas ici. Voyant que le magicien proposait maintenant au roi de faire équipe, il a réalisé que les 3 adversaires étaient simplement arrivés au même moment. Cela dit, ils ont décidé de priver notre héros de son pouvoir d'invisibilité. À ce moment, un mage noir a lancé son sort. Une lumière puissante est soudainement apparue. Elle était si forte qu'elle a failli immobiliser le protagoniste. Le bras droit du roi démon avait fait en sorte qu'il n'y ait aucune obscurité pour que le jeune homme puisse s'y cacher. C'était plutôt alarmant, car la cape d'invisibilité ne pouvait faire disparaître son porteur qu'en le fondant dans l'obscurité environnante. Le mage a expliqué qu'il voulait exprimer sa gratitude à Nam Sagwang, qui avait éliminé son ennemi, le grand mage. Et bien que déçu de ne pas pouvoir le remercier en personne, le mage noir était déterminé à massacrer le garçon au nom de son seigneur. Cela dit, il a activé sa lame du chaos, tempête de l'âme sombre. Les mages étaient généralement faibles au corps à corps, mais s'approcher de celui-ci serait assez difficile car son énorme faux était sur le chemin. Notre héros a donc décidé de le charger malgré tout. Carion a traité le jeune artiste martial d'insensé avant de l'attaquer avec son sort. Seo devait utiliser son énergie intérieure pour se protéger au maximum des dégâts afin de s'approcher et d'abattre le mage. Notre héros subissait coupure sur coupure. Sa cape était maintenant endommagée et ne retrouverait son pouvoir qu'une fois réparé. Ce sort l'avait mis dans une situation difficile, car sa cape et son bouclier d'énergie étaient en train d'être détruits. Le mage noir était choqué de voir que le jeune homme, subissant son sort, n'avait pas encore été réduit en bouillie. Mais derrière les innombrables entailles, le point sectionneur fut soudainement activé. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est avancé. Jin Seo-won, couvert de son propre sang, a chargé son adversaire avec un coup de poing direct. Mais le mage a affirmé que les efforts du jeune homme étaient vains, alors qu'il utilisait le chaos, les mains d'homme mort, le toucher du mort. Soudain, des mains de cadavres ont commencé à sortir du sol. Les mains étaient nombreuses et s'élevaient haut. C'était la première fois que notre héros se retrouvait face à un ennemi aussi doué. À ce moment, il a utilisé ses pas d'illusion spirituelle, et c'est ainsi que notre héros a réussi à s'échapper. Le bras droit du roi démon était choqué de voir que l'artiste martial qu'il affrontait avait le pouvoir de créer des illusions. À ce moment, Siwan a réduit la distance et s'est préparé à porter le coup de grâce. C'est seulement à ce moment-là que la 3e partie a décidé d'intervenir. L'estoc de la rapière a traversé le mage noir et a transpercé le jeune homme. Le trahier a reproché au roi d'être assez vulgaire pour poignarder quelqu'un dans le dos. Santric a révélé que la fin justifiait les moyens et qu'il n'avait jamais considéré le mage noir comme un allié. Malgré cela, il l'a remercié d'avoir utilisé son dernier souffle pour éliminer le protagoniste agaçant. Cela dit, le roi et l'archer divin étaient maintenant face à face. Santric a expliqué qu'il était plutôt étrange de se retrouver à affronter Jirokana, qui était une nuisance pour son armée, dans un combat singulier. L'archer a donc révélé au roi qu'il n'était pas encore seul. Et avant que celui à la moustache ait pu réaliser ce qui se passait, notre protagoniste l'a frappé avec une force extrême au crâne. Le coup était si puissant qu'il a même arraché un morceau de l'armure de l'homme en tordant son corps. Et c'est ainsi que l'épéiste a été projeté contre une montagne voisine. Seo-won a ensuite essayé de reprendre son souffle. Maintenant face à notre héros, Jirokana a expliqué qu'il avait dû esquiver l'attaque du roi en utilisant une illusion. Cela dit, Siyuan l'a exhorté à arrêter de parler et a simplement commencé le combat final. Jirokana a trouvé drôle que tout le monde soit si pressé et a précisé au jeune homme qu'il avait encore une bataille à terminer. Le roi, qui était toujours en vie, a trouvé plutôt agaçant d'être frappé par une attaque surprise.
Le monarque a ensuite loué le jeune homme pour avoir échappé à sa lame et pour avoir assez de force pour briser sa belle armure. Pour une raison quelconque, notre gars a arraché sa chemise avant de demander à ses adversaires s'ils voulaient l'attaquer ensemble ou se battre individuellement. Centric a décidé d'arrêter de se retenir, et c'est ainsi que l'homme géant a commencé à bouger. Le terrien a été choqué par la vitesse dont celui-ci faisait preuve. En un clin d'œil, la rapière a transpercé le bras de notre protagoniste. Centurk était convaincu d'être l'homme le plus rapide du jeu et a expliqué qu'il avait paralysé la main gauche de notre héros, le rendant incapable d'utiliser sa technique. Seo-won a commencé à paniquer car son adversaire, qui ressemblait à une bête de muscles, s'est avéré être un monstre d'endurance qu'il ne pouvait même pas suivre avec son énergie intérieure. Malgré cela, le jeune homme a refusé de perdre si près du sommet, et ainsi, il a brisé la rapière de l'ennemi en utilisant l'énergie interne qu'il avait accumulée. Le roi a été choqué de voir que son arme avait été brisée. Le protagoniste a alors rapidement saisi l'éclat de l'épée qui était resté dans son bras. Il a ensuite utilisé sa compétence de lancer pour le projeter à grande vitesse, mais le roi a réussi à éviter la mort à la dernière seconde. Malgré cela, celui à la moustache était particulièrement agacé de voir que son visage avait été blessé. Seo-won a alors eu recours à un parchemin de guérison. Le roi se retrouva incapable d'ignorer la détermination de son adversaire. Pour cette raison, il utilisa sa lame Dora de l'épée afin de créer une nouvelle arme. Centurk commença à saluer les compétences de son jeune adversaire, voyant qu'il l'avait poussé à utiliser sa lame Dora. Le bras de Jin Si-won était complètement guéri. Cela dit, notre héros eut recours à ses pas d'illusion spirituelle. Il utilisa toute sa puissance pour créer des clones de lui-même. L'épéiste trouvait les ruses de l'artiste martial plutôt agaçantes. Jin Seo-won et le roi de Kherson étaient tous deux remplis d'un désir ardent de remporter la victoire. Pendant ce temps, le troisième survivant qui regardait de loin les pressait de terminer leur combat. L'archer divin commençait à s'ennuyer en attendant que l'un des deux gagne et vienne le défier. Le protagoniste décida de ne rien retenir contre le roi, ce même roi qui lui avait demandé d'arrêter de parler et de commencer à se battre. Centurk devait trouver un moyen d'abattre le protagoniste en 2 minutes, car c'était la durée de sa lame. Le jeune homme réalisa que sa fin était proche, voyant que son énergie interne était presque épuisée. Et cela dit, le sprinter géant, ainsi que son adversaire utilisant des clones d'ombre, se chargèrent l'un l'autre. Le roi essaya d'en tuer un avec sa rapière, mais l'autre le frappa dans le dos. Le blond frappa immédiatement celui qui l'avait frappé par derrière. Mais à son grand choc, il sentit comme s'il n'y avait rien au bout de sa lame. Voyant que c'était un clone, Centurk était déterminé à abattre toutes les illusions ainsi que leur créateur, quand tout à coup, il reçut un coup de poing au visage. Un des artistes martiaux réussit à lui porter un coup sournois une fois de plus. Voyant que celui-ci avait de l'impact, il supposa que c'était le vrai Si-won. Notre héros demanda alors à son adversaire son avis sur le coup de poing. Il lui demanda également d'arrêter de chercher le vrai lui. Selon l'artiste martial, ces clones possèdent la même puissance de feu que lui, ce qui les rend presque identiques à l'original. À ce moment-là, 2 d'entre eux fondirent sur l'épéiste avec un coup de pied sauté qu'il esquiva au dernier moment. Celui avec la moustache eut recours à son aura perçante. Cela lui permit de taillader les 2 clones d'une seule attaque. Et voilà, les copies furent facilement vaincues. Selon Centurk, les copies étaient toutes éliminables d'un seul coup. Il ne restait plus que 5 Si-won. Le roi était maintenant dans une situation difficile car sa lame Dora se dissoudrait après 60 secondes. Pendant ce temps, l'archer observait le combat avec grand intérêt. C'était une surprise pour lui de voir le roi avoir autant de mal. À ce moment-là, le roi lui demanda de l'aide et promit une énorme récompense en retour une fois qu'il serait retourné au royaume. Mais l'archer ne même pas le temps d'avertir le roi que notre héros apparut soudainement juste devant lui. Il essaya de l'éliminer d'une estocade, mais l'artiste martial esquiva. Seo-won attaqua alors avec son poing tranchant. L'attaque était assez puissante, et pourtant l'épéiste utilisa la garde de sa rapière pour se protéger à la dernière minute. C'était plutôt agaçant pour notre héros. Centurk se précipita alors pour poignarder celui qui était devant lui, pensant que c'était le corps principal. Et voilà, le sang du clone transpercé gicla partout. Et donc maintenant, avec un trou dans la poitrine, le clone était vaincu. Le roi était choqué d'avoir ciblé un faux une fois de plus. Cela lui donna l'impression qu'on se moquait de lui. Centurk ne pouvait supporter cette humiliation. À ce moment-là, l'épéiste enragé hurla qu'il ne se souciait plus de ce jeu et que son seul souhait était de massacrer Jin Si-won. Cette colère poussa l'elfe à comparer le roi à l'empereur de la folie. L'épéiste mit alors au défi l'artiste martial d'essayer d'esquiver son attaque. Il exécuta ensuite une estocade puissante qui élimina 2 copies d'un coup. Avec cela, le nombre de ses adversaires diminua une fois de plus. Voyant qu'il ne restait que 2 artistes martiaux, il avait 50% de chance de toucher le vrai du premier coup. Et voilà, les 2 se ruèrent sur le roi. Le rapide épéiste réussit à éviter le premier coup de poing puissant qui arrivait sur lui, mais ne parvint pas à esquiver le second qui lui transperça le ventre. C'est alors seulement que Centurk réalisa que l'attaque avait eu un impact, et ainsi, il poignarda celui qui venait de le frapper à la tête. Mais encore une fois, voyant avec quelle facilité la lame avait traversé celui-ci, on pouvait supposer qu'il s'agissait aussi d'une copie. Voyant qu'il ne restait plus qu'un seul artiste martial, le roi affirma qu'il devait être le vrai Si-won. Maintenant, le combat était 1 contre 1.
Centurion déclara qu'il mettrait fin au combat avec sa prochaine attaque. Pourtant, notre protagoniste ne prit même pas la peine de répondre. Et voilà, les deux combattants se chargèrent l'un l'autre. Siwon bloqua rapidement le bras de l'ennemi avec son pied. Centurion félicita son jeune adversaire car il était assez doué en combat au corps à corps. À ce moment-là, il décida de porter le coup de grâce en recourant à la tempête de foudre de la lame d'Aura. Avec cela, une puissante explosion de lumière émergea de la rapière brisée. L'énergie était si forte et puissante qu'elle arracha immédiatement la jambe de notre héros. Seo-won hurla de douleur tandis que son adversaire souriait de satisfaction. Et voilà, notre héros tomba au sol en hurlant d'agonie. Seo-won tenta de négocier pour sa vie, affirmant qu'il aiderait le roi à s'occuper de l'archer, pour ensuite être poignardé dans le ventre. Le combat était enfin terminé, et le pouvoir de la lame d'Aura s'était finalement dissipé. Le roi réussit à terminer le combat dans la durée de 2 minutes de sa compétence. Centurion admit qu'il aurait été complètement vaincu si le combat s'était prolongé. C'est alors seulement qu'il réalisa que quelque chose n'allait pas. Le roi nain ne revenait pas. Il fut horrifié de constater qu'en poignardant, il ne sentit aucun impact en touchant son adversaire. Soudain, celui avec la moustache fut attrapé par la tête. À cet instant précis, Siwon écrasa le crâne du roi sans la moindre hésitation. Il admit qu'il aurait perdu si ses clones n'avaient pas fatigué son adversaire. L'archer divin admit être surpris par la victoire du terrien. Jirokana exprima sa gratitude envers notre protagoniste pour avoir tué le roi agaçant. Il souligna ensuite comment le puissant Centurion, qui avait mis toute son âme dans ce combat pour la victoire, avait été déjoué par notre jeune artiste martial qui avait également utilisé toutes ses forces, ce même jeune artiste martial qu'il se préparait maintenant à éliminer. Et voilà, l'archer divin attaqua afin de revendiquer sa victoire. Face à cela, le jeune homme fut horrifié. Siwon a consommé une grande quantité d'énergie interne après sa dernière victime, bien qu'elle ne soit pas aussi grande que celle qu'il avait obtenue de Nam Sagwang. Maintenant, le protagoniste avait été rechargé. Il avait acquis l'énergie nécessaire pour affronter l'archer. C'est alors seulement qu'il remarqua quelque chose d'alarmant. Siwon esquiva rapidement la flèche qui arrivait vers lui. Cela dit, il utilisa immédiatement sa technique de clonage. Une armée d'artistes martiaux chargea alors rapidement l'archer divin. L'elfe trouva cette technique assez agaçante, et pourtant il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire narquois. L'archer tira immédiatement une de ses flèches qui toucha l'un des Siwon à la jambe. C'était vraiment choquant. Et voilà, le corps principal commença à tomber alors que tous les clones se mirent à disparaître. L'archer le rejoignit alors au sol. Jirokana expliqua alors qu'il devait immobiliser notre héros. Et voilà, il lui tira dans la main droite, puis dans la gauche. Notre héros, agacé, exigea de savoir comment celui aux oreilles pointues avait pu le distinguer de ses clones. L'archer divin sourit simplement et expliqua qu'il s'était simplement fié à son instinct. Et tandis que l'humain était confus, l'artiste martial souligna à quel point il avait dû lutter pour arriver jusqu'ici. Jirokana exprima son respect envers le protagoniste qui s'en fichait éperdument et le pressait simplement de mettre fin au combat. Et cela dit, la bataille prit enfin fin. Jin Se-hoon avait été tué, une flèche en pleine tête. Alors que le tireur se demandait si le combat était vraiment terminé, le dernier coffre fit enfin son apparition. La bataille de ce jeu nommé Cloa était véritablement terminée. Notre jeune homme vaincu se reprocha d'avoir été trop négligent. Bien qu'il ait consommé une énorme quantité de mana, celui qui a terminé deuxième était quelque peu mécontent. À sa grande surprise, le système l'informa qu'il avait gagné le droit de participer au deuxième jeu. Alors que les objets qu'il avait obtenus tout au long du match apparaissaient, le jeune homme fut récompensé de 140 pièces de récompense. Les nombreux objets que notre héros avait ramassés avaient chacun un prix différent. Le système l'informa qu'il était libre d'acheter n'importe quel objet de son choix avec l'argent qui lui avait été donné. Pourtant, aux grandes dames de notre protagoniste, sa technique de clonage coûtait la somme exorbitante de 130 pièces, ce qu'il jugea scandaleux. Le système l'informa alors qu'en tant que l'un des 5 finalistes, il pouvait faire tourner une roue pour obtenir des objets gratuitement. Étant donné qu'il était arrivé deuxième, Jin Se-hoon pouvait effectuer 2 tours, le faisant prier pour obtenir la coûteuse cape d'invisibilité ou de clonage. En apprenant cela, l'artiste martial fut plutôt heureux, car cela pourrait potentiellement lui offrir un grand avantage. Cela dit, il commença son premier tour. Ses yeux étaient fixés sur la roulette. À ce moment-là, il décida d'arrêter la roue. Se-hoon se retrouva sur la pointe des pieds, attendant de voir ce qu'il avait obtenu. Le prix de notre protagoniste s'est avéré être le collier des escrocs. Cela le laissa assez frustré, car la roulette gratuite ne lui avait donné que l'objet le moins cher qu'il pouvait acheter. Pourtant, il décida de garder espoir, vu qu'il avait une seconde chance. Sur ce, il se mit à prier toutes les divinités auxquelles il pouvait penser pour avoir de la chance avant de demander à la roue de s'arrêter. Finalement, alors que ses yeux étaient rivés sur l'écran, le cœur du protagoniste se mit à battre la chamade, attendant avec impatience le résultat. Et à la fin, il obtint ses pas d'illusion spirituelle. Cela a grandement réjoui notre héros. Finalement, il a pu obtenir gratuitement l'article le plus cher de la boutique. Cela dit, le système décida de donner aux joueurs les objets qu'il avait gagnés. Vint alors le moment de commencer à acheter les objets qu'il avait dans le jeu. Obtenir l'objet le plus cher gratuitement a fait économiser une tonne d'argent aux joueurs, et après avoir perdu assez de temps dans cet espace,
il a acheté ce dont il avait besoin et a terminé ses achats. Sur ce, tout était terminé et le système souhaita bonne chance aux joueurs pour le deuxième jeu. La téléportation commença alors. Notre héros se retrouva dans un nouvel endroit. En fait, il était retourné à l'endroit exact d'où il avait disparu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose dans la paume de sa main. C'était l'anneau du sous-espace qu'il avait acquis dans le jeu. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. L'étrange expérience qu'il avait vécue était certainement réelle. Cela dit, le protagoniste ramassa son sac à dos et se mit en route. Avec la fin du premier jeu, tout semblait être revenu à la normale. Mais en réalité, c'était le début d'un nouveau chapitre majeur dans la vie du jeune homme. Jin Se-hoon n'avait désormais plus aucune raison de s'inquiéter du TOEIC. Il n'avait pas mal entendu. Il y avait vraiment un deuxième match dans un avenir proche. Jin Se-hoon décida de rentrer chez lui pour s'y préparer, car bien qu'il ait terminé deuxième à son premier jeu, ce qui était plutôt acceptable, notre héros voulait viser la première place. Il retourna à son petit appartement que ses parents lui avaient trouvé près de son université, car son plan initial était de se préparer pour l'université. Mais maintenant, toute son attention s'était déplacée, car il se préparait pour le deuxième jeu. Se-hoon ne voulait pas jouer son deuxième match en tant que faible survivant comme la dernière fois, mais en tant que chasseur dominant. Notre héros se sentait vide, car son énergie interne avait été drainée par la bataille. Étant donné que le meurtre était toujours illégal en Corée, il n'a d'autre choix que de recourir au Shuge pour restaurer une partie de son énergie interne. À l'époque, le maître avait expliqué à l'élève qu'il était désormais capable d'utiliser le Shuge, qu'il maîtriserait avec de la pratique, pour restaurer son énergie même si l'absorption était plus efficace. En entendant cela, le jeune homme demanda au vieil homme s'il pouvait vraiment atteindre son niveau en s'entraînant. Le maître ne put s'empêcher de rire du courage de son élève, car il pourrait en fait se faire tuer en suivant ses traces. Mais au final, il n'y avait aucun moyen de savoir si Jin Se-hoon était un faible kidam ou un puissant potentiel attendant d'être éveillé. Après 4 heures de méditation continue, notre protagoniste n'a pu rassembler qu'une très petite quantité d'énergie. Finalement, il n'en pouvait plus. La vie réelle était bien trop différente du jeu, car elle manquait cruellement d'énergie interne. Se-hoon décida d'arrêter de perdre son temps et d'organiser le butin qu'il avait ramené avec lui. Il regrettait de n'avoir pas pu acquérir un art martial meilleur que celui-ci. 30 pièces, livre du point de fer libre. Notre héros commença à craindre que dans le monde réel, il doive apprendre correctement l'art martial, ce qui rendrait son chemin vers le pouvoir cruellement plus long. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il eut une agréable surprise. Il s'est avéré que le système du jeu était opérationnel sur Terre, et il l'a donc rapidement utilisé pour absorber l'art martial. Se-hoon le mit à l'épreuve avec un coup de poing, suivi d'un coup de pied rapide. Ses coups n'étaient pas aussi puissants que dans le jeu, vu que ses réserves d'énergie interne étaient pratiquement vides. Le protagoniste décida alors de vérifier le reste des objets. L'un d'eux était le collier qu'il avait gagné en faisant tourner la roue. Après un petit test, il réalisa que sa description ne mentait pas et que le collier était en or pur. Si-won fut alors très choqué en réalisant que cet objet à une pièce pouvait valoir 10 millions de wons et qu'en fait, mettre la main sur 10 de ces colliers pourrait lui assurer une fortune entière. Tous les objets du jeu, même les moins chers, pouvaient être vendus à un prix élevé sur Terre. L'un d'eux était cet élixir qui assure à son utilisateur une année de vie sans aucune maladie. Il commença à spéculer que cet objet pourrait être vendu à un prix plus élevé à des millionnaires malades qui avaient perdu tout espoir. Il était maintenant certain que ce jeu était sa chance de changer de vie. Ce n'est qu'alors que le protagoniste affamé réalisa qu'il avait passé tout le jeu à manger de la viande séchée, sa faim étant supprimée en consommant de l'énergie interne, et il décida donc d'aller manger un morceau. Peu après, au restaurant de la grand-mère, notre héros commanda le menu unique. C'était le luxe mensuel à 5001 wons qui avait le plus manqué à notre héros pendant le jeu. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Se-hoon alors qu'il savourait enfin le goût du riz blanc à nouveau. La vieille propriétaire commença à s'interroger sur son comportement et l'exhorta à arrêter de pleurer, vu qu'il était un homme. Se-hoon affirma qu'il était juste submergé par la saveur, tandis que la vieille dame l'incitait à finir son assiette et à en demander une deuxième si nécessaire. Comme il l'avait prédit, le temps dans le jeu était différent du temps passé dans le monde réel. En finissant son repas, la vieille dame demanda au jeune protagoniste de payer et de revenir. Se-hoon voulait accumuler de l'énergie avant le prochain match, bien qu'il ne sache pas quand il commencerait. C'est alors qu'il se souvint de l'objet très spécifique avec lequel il était revenu. Après avoir mis l'anneau de force à 2 pièces, le protagoniste commença à se demander si ce serait la même chose que dans le jeu. Et juste comme ça, il sentit immédiatement le changement. Se-hoon se mit en position et sauta à une hauteur effroyablement élevée. C'était comme si son corps était devenu pure puissance. Bien qu'il soit si haut dans les airs, Se-hoon réussit à atterrir facilement. Il se mit à prier pour que personne ne les repérait ou filmait afin d'éviter les ennuis. Pourtant, voyant que les statistiques offertes par l'anneau ici étaient les mêmes que celles du jeu, le jeune homme se mit à réfléchir. Une fois chez lui, il se mit à penser à l'objet qu'il voulait garder pour après avoir acquis de l'énergie interne. Mais après mûre réflexion, il décida de l'utiliser tout de suite. C'était l'objet le plus cher qu'il avait obtenu, l'élixir de vision intérieure à 5 pièces. Dans le jeu, cet élixir immobilisait le corps du garçon pendant 3 heures et faisait bouillir chacune de ses cellules. Malgré cela, il le but sans hésitation.
Les effets se firent sentir immédiatement. La puissance commença rapidement à submerger le corps du protagoniste, et ainsi, la bouteille vide tomba au sol. Au bout de 3 heures, quelqu'un signala que le mur était chaud. Le plaignant affirmant que même la poignée de porte était brûlante, on lui conseilla d'appeler le 112 plutôt que la police. Alors que la vieille dame expliquait aux agents que cela ne ressemblait pas à un incendie, ils affirmèrent que ce devait être un problème de chaudière. La voisine n'y crut pas et était certaine qu'il y avait quelque chose de louche derrière cette chaleur. L'officier a voulu saisir la poignée de porte pour entrer, mais à sa grande surprise, sa main a été soudainement brûlée. Suite à cela, la police a demandé aux civils faisant l'objet de la plainte d'ouvrir la porte. Les officiers ont déclaré qu'il était là pour apporter leur aide. Ce n'est qu'à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Après cette vision choquante, l'officier a révélé au jeune homme qu'il était la suite à une plainte pour un incendie. Siwon a prétendu qu'il avait de la fièvre. Il a expliqué qu'il avait mis la chaudière à haute température et a demandé pourquoi ce n'étaient pas les pompiers qui étaient à sa porte s'il suspectait un incendie. Les officiers ont déclaré qu'ils ne faisaient que leur travail et ont proposé d'appeler une ambulance pour le protagoniste qui a affirmé qu'il irait mieux tout seul. Cela dit, les officiers sont partis en demandant aux voisins de ne pas les déranger pour des futilités. Maintenant seul, notre protagoniste a rapidement refermé la porte derrière lui. Jin Seo-won, qui a subi d'incroyables souffrances à cause de l'élixir, aurait presque perdu la vie sans la technique suprême de la couverture. Cela lui a fait réaliser que tous les objets acquis dans le jeu n'étaient pas totalement sûrs dans le monde réel, mais il sentait que quelque chose avait changé, et il a donc décidé de mettre sa force à l'épreuve. D'une seule paume, le jeune homme épuisé a pu pulvériser sa chaise au loin. Après ce résultat inattendu, Siwon a décidé d'utiliser l'argent qu'il obtiendrait des objets pour s'acheter une nouvelle chaise. Le lendemain, dans une salle de sport en plein air, notre héros, qui était là pour s'entraîner afin d'améliorer ses arts martiaux, a trouvé l'endroit bien trop bondé à son goût à cette heure de la journée. Ainsi, il a commencé à se demander s'il ne devrait s'entraîner que la nuit. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'intrigant. Siwon a aperçu de jeunes voyous du lycée au pied de la montagne, dont une fille qui demandait à un garçon si le chef voulait vraiment la voir. Et pourtant, pendant qu'ils discutaient, quelqu'un leur a dit qu'il était interdit de fumer à cet endroit. Alors que le vieil homme les interpellait, les élèves fumaient. L'un d'eux l'a pressé de le laisser tranquille, car même ses parents ne se souciaient pas de ses méfaits. À ce moment-là, le vieil homme a déclaré que le rappel devait être une erreur, ce qui a rendu le jeune voyou incroyablement furieux. Siwon s'est soudainement senti mal à l'aise. À ce moment-là, le jeune homme a menacé de frapper le vieil homme, voyant à quel point il était grossier, quand soudain il a reçu un coup de pied au visage. D'un seul coup, le lycéen a été projeté en l'air avant de percuter une poubelle à proximité. L'adulte qui venait de frapper un mineur lui a expliqué qu'il n'avait pas le droit d'être impoli avec les personnes âgées. Tout le monde était choqué par ce qui venait de se passer. Soudain, quelqu'un s'est approché de notre héros. Cet individu a fait remarquer que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Le lycéen, qui mesure facilement plus d'1,80 m, a demandé au gringalet s'il cherchait la mort. Sur ce, Jin Seo-won a vite compris qu'il s'était mis dans un beau pétrin. Le grand a exigé une explication. Il voulait savoir si notre protagoniste avait vraiment frappé son jeune frère. Seo-won a expliqué que le plus jeune était en tort car il avait attaqué une personne âgée, avant de souligner que les lycéens fument, surtout en public. Mais juste au moment où notre héros affirmait que le grand devrait mieux éduquer son jeune frère, il s'est retrouvé à esquiver quelque chose instinctivement. Le lycéen a essayé de le frapper. Seo-won a décidé de répliquer avec l'un de ses coups puissants, et c'est ainsi que le mineur a été frappé avec une grande force. Seo-won a commencé à paniquer, car il l'avait peut-être frappé un peu trop fort. C'est alors qu'il réalisa quelque chose d'intrigant alors que son couteau à cran d'arrêt était soudainement sorti de nulle part. Le grand voyou, son arme à la main, était déterminé à donner une leçon à notre héros. Cela lui a fait réaliser que les deux frères étaient aussi stupides l'un que l'autre. Seo-won a ensuite combattu le couteau C2000 avec une grande facilité. Ce combat a rendu extrêmement clair pour le joueur qu'il était maintenant à un niveau différent du reste des gens normaux. Sur ce, il a exécuté son coup de pied balayé pour faire tomber le jeune homme. Seo a décidé de se contrôler et de ne frapper qu'avec la moitié de sa force. Même ainsi, 50% des techniques des 10 000 paumes semblaient encore trop, car les os du lycéen étaient maintenant sûrement brisés. Après tout, il avait percuté un arbre à grande vitesse. Siwon fut surpris lorsque tout le monde commença à enregistrer l'événement. Il réalisa qu'il avait tout gâché en y mettant trop de force, et il a donc commencé à prétendre que son adversaire était un acteur et une sorte de cascadeur convaincant. Cela dit, l'adulte a conseillé aux mineurs d'arrêter de fumer et de ne plus jamais porter de couteau à cran d'arrêt sur lui, car cela pourrait leur causer des problèmes. Et ainsi, après avoir tabassé 2 lycéens jusqu'à ce qu'ils frôlent la mort, notre puissant protagoniste a pris la fuite. Il a commencé à regretter d'avoir utilisé son pouvoir sur un humain ordinaire. Siwon ruinerait sa propre vie s'il tuait quelqu'un accidentellement. Même si ses compétences actuelles ont été apprises rapidement grâce au système du jeu, seul le temps permettrait à notre héros de les maîtriser. Et cela dit, le protagoniste s'est enfui. Quelque temps plus tard, 30 jours après sa rencontre avec les lycéens, Seo-won continuait de pratiquer régulièrement la méditation. C'est alors qu'il fut interrompu par un certain son. Le téléphone de notre héros sonnait. Sa mère appelait pour prendre de ses nouvelles.
La dame a révélé à quel point elle était inquiète pour son fils, qui ne l'avait pas contacté depuis un moment. Elle lui a ensuite demandé comment il se débrouillait dans sa nouvelle université. Il a menti en prétendant que tout allait bien, car il n'avait pas le courage de dire à sa mère qu'il avait abandonné les études pour les arts martiaux. Le jeune homme a ensuite demandé des nouvelles de son père et, à sa grande surprise, il s'est avéré que l'homme avait eu un accident de voiture. Siwon était horrifié car, selon sa mère, son père, qui faisait une livraison, avait été violemment percuté par une voiture qui n'avait pas respecté un feu rouge. La femme s'est mise à pleurer car il ne pouvait pas compter sur l'assurance bien que l'opération soit extrêmement coûteuse. Elle avait honte de demander à son fils, à qui elle ne pouvait pas envoyer grand-chose, le reste de l'argent qu'elle lui avait envoyé précédemment. Il a immédiatement demandé le coût de l'opération en accédant à son sous-espace. Il s'avère que cela coûtait 2 millions de wons. Et ainsi, alors que le protagoniste affirmait qu'il avait peut-être trouvé une solution au problème, sa mère s'est excusée de le déranger. Seo-won a rapidement mis fin à l'appel et a poursuivi son chemin. Les parents de notre héros ont passé la majeure partie de leur vie à déménager d'un logement en location à un autre. En vieillissant, son père qui travaillait sans relâche a commencé à recevoir un salaire de plus en plus bas. Il a passé toute sa vie à changer de travail. Seo-won n'a pas pu s'empêcher de pleurer en réalisant qu'il n'était qu'un fardeau sans espoir pour ses parents déjà en difficulté. Pourtant, le moment de les rembourser était enfin arrivé. Sur ce, notre héros est entré dans le magasin et a présenté le collier des escrocs à la vente. Lorsque la bijoutière a reconnu l'objet comme étant étranger, il a rapidement affirmé qu'il était dans sa famille depuis longtemps. Elle a fait remarquer que l'objet semblait vraiment ancien alors que Seo-won demandait sa valeur estimée. Alors que la dame expliquait que cela ne pouvait pas être considéré comme un simple morceau d'or, Seo-won a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de le vendre rapidement pour l'opération de son père. L'artiste martial n'avait maintenant plus d'autre choix que de vendre l'objet. Plus tard, après avoir conclu la vente, le jeune homme est finalement sorti du magasin. Comme la valeur de l'or a récemment augmenté, Seo-won pourrait se permettre de payer l'opération de son père ainsi qu'un style de vie décent. Le sourire de la bijoutière lui a fait réaliser qu'il avait vendu le collier à bas prix, mais il n'avait pas eu d'autre choix que de gagner de l'argent rapidement. Et ainsi, il a décidé de réfléchir à un moyen de vendre ses objets en toute sécurité à l'avenir. Sa priorité actuelle était d'envoyer l'argent à sa mère. En le recevant, la mère, appelée par son fils, fut déconcertée par l'énorme montant qu'il avait envoyé. Elle craignait que le protagoniste ait contracté un prêt. Le héros a expliqué que cela aurait été impossible car il était sans emploi et a affirmé que l'argent provenait de ses économies de petits boulots. Sur ce, il a mis fin à l'appel en déclarant à sa mère qu'il ne pouvait pas leur rendre visite à l'hôpital. Plus tard, dans sa chambre, Siwon fut laissé seul pour réfléchir. C'est alors qu'il fut inspiré par une conversation qu'il a entendue. Deux lycéens critiquaient une vidéo et affirmaient qu'elle était pleine d'images de synthèse et d'effets spéciaux, bien qu'elle semble avoir été filmée en secret. Dedans, un individu psalmodiait des mots magiques. En les entendant, notre héros fut très choqué. Une personne normale n'y prêterait pas attention, mais en tant que joueur, il savait très bien que c'était l'essor du jeu. Ce fut un vrai choc pour lui, car il s'est avéré qu'il n'était pas le seul Coréen à avoir participé à un match. Selon les lycéens, cette vidéo était dans une boucle sans fin de suppression et de remise en ligne, ce qui était plutôt étrange. Jin Seo-won n'avait jamais pensé à l'impact que l'apparition d'autres joueurs sur Terre aurait sur sa vie. Pendant ce temps, quelqu'un recevait un appel téléphonique important, et l'homme a promis de corriger son erreur sur Internet à tout prix. Le patron s'est excusé et a promis de résoudre le problème. Sur ce, l'appel prit fin. Il a ensuite demandé à l'un de ses subordonnés un rapport sur le joueur coréen dans les vidéos. Mais dès qu'il a entendu qu'il était impossible de contrôler le nombre de joueurs, le patron s'est rapidement mis en colère. Il a jeté l'objet lourd à la tête de son subordonné, furieux que des gens ordinaires acquièrent des capacités contrairement à leur organisation. Sur ce, le patron a ordonné à ses subordonnés d'aller attraper tous les joueurs avides de vue sur Internet. Il a ensuite exigé que ses subordonnés arrêtent le saignement de l'homme pour qu'il ne salisse pas son tapis. Et alors que l'un d'eux utilisait ses pouvoirs pour soigner son ami, le patron les a critiqués pour leur faiblesse et a commencé à se plaindre de ses ennuis. Ceci dit, le patron a ordonné à tous ses hommes de se mettre en route immédiatement. La chaleur de l'été a finalement pris fin, et le froid de la nuit est enfin apparu. 2 mois s'étaient déjà écoulés depuis son retour sur Terre, et notre héros n'avait jamais manqué une seule de ses séances d'entraînement nocturne. Il avait gagné une quantité décente d'énergie interne et avait appris à la maîtriser jusqu'à un certain point. Seo-won a soudainement décidé de sauter tout en pensant au plus gros problème. Sur ce, il a utilisé son jutsu emblématique et super original. Le protagoniste venait d'utiliser sa version tendue de la technique du clone de l'ombre. La frappe spatiale du point ininterrompu a ensuite été lancée. En raison de ses réserves limitées, Seo-won ne pouvait générer qu'une seule copie de lui-même. Pour ne rien arranger, le clone disparaissait après une courte durée. Sur ce, les deux artistes martiaux ont commencé à se déplacer ensemble à travers la forêt. Et alors que chacun d'eux se mettait en position, leurs poings se sont finalement heurtés. Ceci dit, le clone a immédiatement disparu. Le protagoniste a commencé à penser qu'il avait atteint sa limite. Car lors du combat contre l'épéiste géant, il avait réussi à invoquer 8 clones avec une grande facilité. Cela lui a fait penser qu'un problème devait être survenu en lui,
vu la quantité d'énergie interne qu'il avait utilisée à l'époque. Seo-won avait maintenant faim et a décidé d'aller chercher le repas qu'il avait placé dans son sous-espace quand soudain, une lumière vive est apparue. Et juste comme ça, le joueur se trouvait à nouveau dans un endroit différent. Tout comme la dernière fois, il était entouré de nombreuses langues étrangères qui exprimaient toute la panique. Seo-won a repensé à son premier match en voyant à quel point tous ceux dans le hall étaient terrifiés. Il a alors émis l'hypothèse que les jeux devaient être programmés à 2 mois d'intervalle. À ce moment-là, le système a commencé à parler. Mais au grand choc du protagoniste, il allait maintenant présenter le tutoriel. Celui-ci est assez intriguant car il n'est pas apparu lors de son match précédent. Seo-won n'a pas pu s'empêcher de sourire en réalisant que ce hall comptait plus de débutants que le précédent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a remarqué quelqu'un debout sur la statue. À en juger par sa tenue, il doit être un lycéen. Seo-won était assez choqué car c'était la première fois qu'il voyait un autre Coréen dans le jeu. Le jeune homme l'a rapidement remarqué. Seo-won en avait marre de ces lycéens de la génération alpha qui essayaient de se donner une aura à la moindre occasion. Il a vite remarqué que ce joueur n'était pas un débutant et ne pouvait pas l'imaginer avoir plus de potentiel que Nam Sagwan. Comme les 200 joueurs étaient maintenant dans le hall, le jeu pouvait enfin commencer. Pour se qualifier, les joueurs devaient se classer dans le top 200 et pour obtenir des récompenses, il fallait atteindre le top 20. En entendant cela, le héros a réalisé que c'était un match sans risque et qu'il ne risquait pas d'être éliminé du jeu. Cela lui a grandement plu car il allait maintenant essayer de jouer le rôle du prédateur ultime du jeu. Mais à son grand choc, après le tutoriel qu'il avait déjà suivi, une règle inattendue a été ajoutée. À son grand choc, il y avait une option pour jouer en duo dans ce match. Le système a expliqué que les joueurs sont libres de choisir un partenaire dans le hall et qu'ils gagneraient le jeu si au moins l'un d'eux survit jusqu'à la fin. Comme le jeu expliquait que ceux qui ne parviendraient pas à trouver un duo joueraient en solo, Seo-won a finalement compris pourquoi ce hall comptait 200 joueurs au lieu de 100. Le protagoniste était assez intrigué car tout le monde ici devrait être des inconnus les uns pour les autres, et pourtant les gens trouvaient facilement leur duo. Car au final, choisir un partenaire faible signifierait porter ce fardeau. Cela a poussé notre héros à penser à demander au lycéen de devenir son coéquipier, car il devait être un joueur expérimenté qui pourrait prouver son utilité. Mais à sa grande surprise, il n'était pas sur la statue. En fait, le lycéen qu'il supposait chercher un partenaire avait complètement disparu. Seo-won a commencé à paniquer et a décidé de choisir rapidement un coéquipier. Le premier à qui il a demandé d'être son partenaire s'est avéré être déjà en duo. Le deuxième n'était pas différent. En fait, tous ceux à qui il a demandé avaient déjà trouvé un partenaire. Seo-won était certain qu'il y avait encore des joueurs seuls, mais il serait impossible de les localiser dans cette immense foule. Depuis le début du jeu, notre héros n'a pas eu le choix. Il n'avait d'autre choix que d'atterrir seul dans le hall et d'éliminer tout le monde. Et sur ce, le premier jour du jeu a commencé. Seo-won a rapidement repéré un petit village avec des maisons qui semblaient avoir un butin plutôt bon. Et donc, sans perdre plus de temps, il a décidé d'y atterrir. En descendant comme une étoile filante, il a commencé à penser qu'il serait préférable d'être le premier à atterrir afin de tuer rapidement ceux qui arriveraient après. Ceci dit, ses pieds ont finalement touché le sol. Seo-won, qui était maintenant en plein speedrun, s'est rapidement retourné. En repérant 6 joueurs en train de descendre, il a réalisé qu'il devrait affronter 3 équipes à la fois. Malgré tout, il s'est précipité vers le remplacement. Notre héros avait revu son premier match d'innombrables fois et s'était entraîné continuellement pour le second dans sa chambre. Jin Kao-won allait enfin pouvoir exécuter le plan qu'il avait conçu pour ce jour tant attendu. Pendant ce temps, quelque part à proximité sur la carte, le jeune mage se sentait étourdi par l'atterrissage rapide. Mais alors qu'il commençait à se demander où son coéquipier avait atterri, quelqu'un a soudainement brisé sa barrière. Le mage a commencé à paniquer et à exiger une explication. Voyant cela, Xiaowon a considéré le mage comme étant déjà mort. Ceci dit, il a ordonné son poing ininterrompu. Le coup de poing était si puissant qu'il a pénétré le corps du pauvre mage. Le jeune homme a craché ses entrailles. Ce n'est qu'à ce moment-là que le système a informé Xiaowon d'une nouvelle fonctionnalité ennuyeuse qui l'obligeait à achever l'ennemi le plus rapidement possible avant que son coéquipier n'arrive pour le soigner. Et pourtant, alors qu'il s'apprêtait à écraser la tête du magicien, le protagoniste a ressenti une certaine perturbation. Un chevalier géant en armure l'a chargé avec sa lance par derrière. Seo-won a réussi à esquiver l'arme pointue. Malgré cela, il a tout de même été percuté par le bouclier. Notre héros était très agacé par l'apparition du coéquipier du mage. Il a rapidement repris pied et a exprimé à quel point il était impressionné par la puissance du chevalier. Ce guerrier, qui semblait être un combattant au corps à corps extrêmement expérimenté, ne savait pas que le Coréen avait tué son partenaire. La chose la plus importante dans l'art martial du protagoniste était de savoir comment l'utiliser contre des adversaires armés. Pourtant, comme il n'y avait pas de véritable utilisateur d'armes sur Terre, il n'a pu qu'imaginer cette technique. Seo-won est devenu assez excité car il avait enfin la chance de l'utiliser en jeu. Sur ce, il s'est trouvé amusé et n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un sourire. À ce moment-là, le chevalier l'a chargé. Notre héros a rapidement réagi afin de lancer sa contre-attaque. Mais alors que le poing et la lance étaient sur le point de s'affronter, l'artiste martial a soudainement ouvert sa main. Il a rapidement esquivé la lance et l'a laissé passer. Maintenant hors de danger, il a rapidement agi.
Et avant que le chevalier ne puisse s'en rendre compte, il a reçu un coup de poing dans le ventre. Le guerrier était furieux de voir son attaque déviée, mais le protagoniste n'avait pas encore fini. Ayant trouvé une faille dans la défense de son ennemi, il a canalisé toute sa force dans sa paume avant de déchaîner sa frappe de hanche qui a laissé un énorme trou dans le chevalier. Celui en armure a subi de lourds dégâts, mais sa souffrance n'était pas encore terminée. Siwon, qui l'a attrapé par la tête, lui a donné un coup de genou avec une telle force que même son casque s'est brisé. On pouvait dire sans risque que le crâne de l'homme était maintenant brisé. Et juste comme ça, le chevalier ne pouvait plus. Siwon a facilement vaincu le deuxième adversaire. Il a ensuite posé son pied sur la tête du vaincu et l'a réduite en miettes pour s'assurer un double frag. Siwon était satisfait de la quantité d'énergie vitale que possédait le chevalier, car absorber l'énergie était bien plus efficace que de la collecter. Désormais, il ne restait plus que 2 équipes ennemies dans la zone. Mais alors que le protagoniste finissait de collecter l'énergie, quelque chose vola dans sa direction. L'artiste martial, alerté, se retrouva à esquiver une flèche au dernier moment. Notre héros, choqué par la présence d'un tireur d'élite, décida d'essayer de localiser sa position. Mais alors qu'il commençait ses recherches, une autre flèche fut tirée dans sa direction. Le jeune homme fut surpris. Il a esquivé le pire, mais n'est pas sorti indemne. En fait, le projectile lui avait éraflé le visage. Siwon commença alors à se demander si le tireur en avait fini, pour ensuite se retrouver à esquiver une tempête de flèches. Voyant cela, il se précipita rapidement dans la forêt. Tout en courant entre les arbres, Siwon commença à se demander comment le tireur pouvait être si précis, tout en étant certain qu'il n'avait pas d'énergie interne en raison de la faiblesse de ses tirs. Siwon se demanda alors si l'ennemi était seul ou avec un coéquipier. Ceci dit, il retourna au village. Notre héros a émis l'hypothèse que localiser l'archer et l'éliminer ferait finalement apparaître son partenaire. Lors de la dernière partie, une telle situation aurait laissé l'artiste martial caché et tremblant de peur, mais maintenant il ne voyait les ennemis que comme des repas d'énergie vitale. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'horrible. Alors qu'une volée de flèches était tirée d'une maison voisine, l'une d'elles lui transperça la tête. Au début, il semblait que notre héros avait perdu la partie dès le premier jour. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un simple clone. La disparition soudaine de la cible a beaucoup intrigué l'archer. Et donc, alors qu'il commençait à se demander comment son adversaire avait disparu, il reçut soudainement un violent coup de pied au visage. Siwon avait enfin localisé l'archer agaçant, et d'un simple coup de pied, l'envoya voler contre la porte. Siwon fut alors assez intrigué, car bien qu'il soit certain d'avoir touché quelque chose avec son coup de pied, son adversaire était introuvable. Mais alors qu'une ombre passait à côté de lui, il eut une révélation fracassante. Seo réalisa rapidement qu'il devrait affronter quelqu'un avec une cape d'invisibilité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua une ombre derrière lui, ce qui le surprit. Soudain, une flèche fut tirée de nulle part, et pourtant notre héros réussit à l'esquiver juste à temps. À cause des pouvoirs de la cape, s'il ne pouvait pas sentir l'archer qui s'échappait maintenant, passant derrière lui. Le joueur réalisa rapidement qu'il se trouvait dans une situation difficile. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner le combat contre l'artiste martial, il a tenté de fuir pour sauver sa vie. Mais il ne savait pas que Siwon ne le laisserait pas filer. Et c'est ainsi que le protagoniste passa à l'action. Il commença à suivre sa cible à travers le village. Le pauvre archer se retrouva à fuir, paniqué. Puis soudain, celui auquel il tentait d'échapper apparut juste devant lui. Siwon expliqua au tireur que c'était une erreur de l'affronter en plein jour en portant cette cape. Voyant que cet objet était parfait pour gravir discrètement les échelons, Siwon allait maintenant tuer son propriétaire pour l'acquérir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une troisième présence arriva sur les lieux. Le partenaire de l'archer s'excusa de ne pas avoir pu rattraper le rapide artiste martial, mais le tireur sur le point de mourir s'en fichait éperdument. L'elfe maniant 2 armes fit remarquer que le protagoniste était introuvable. Voyant cela, le tireur l'exhorta à assurer le frag immédiatement. Siwon se retrouvait maintenant en 2 contre 1 car il n'avait pas réussi à éliminer l'archer sur le champ, et pourtant il ne put s'empêcher de sourire en réalisant qu'il n'était pas du tout en infériorité numérique. Ceci dit, l'épéiste chargea l'artiste martial. Siwon pencha la tête vers l'autre type. Il se retrouva rapidement visé par un arc. L'artiste martial esquiva rapidement, faisant de l'elfe la nouvelle cible de la flèche, mais le vif épéiste dévia rapidement le projectile. Ceci dit, Siwon commença à s'enfuir. Il voulait s'échapper par la petite ruelle entre les maisons. L'archer en eut assez de la nature insaisissable de notre protagoniste et lui tira 3 flèches d'un coup. Et c'est ainsi que notre héros fut touché dans le dos. Le tireur était extrêmement satisfait de la performance de l'arc d'Alex, mais lui et son coéquipier ne se doutaient pas qu'il était loin d'être tiré d'affaire. L'artiste martial chargea l'archer qui pensait avoir gagné le combat. Siwon prit alors l'homme en pitié pour son arrogance. Et avant même que les 2 coéquipiers puissent réagir, notre protagoniste avait déjà frappé. L'archer avait été transpercé par derrière. Maintenant que le premier était à terre, il les exhorta à cesser de se fier autant à leurs yeux. L'épéiste fut stupéfait par la compétence de l'artiste martial et supposa que c'était une illusion. Siwon a simplement affirmé qu'il était un joueur expérimenté et a expliqué à l'épéiste qu'il devait l'abattre pour sauver l'archer. À ce moment, il chargea sur lui en criant qu'il serait le dernier survivant. Cela a grandement choqué notre protagoniste.
Et sur ce, les deux combattants se sont précipités l'un sur l'autre. Voyant que l'elfe lançait une attaque nommée, l'humain décida de faire de même. Pour que la contre-attaque du protagoniste fonctionne, il devait trouver un point faible dans la défense de l'ennemi pour frapper son épaule, mais soudain, sa main fut tailladée. À sa grande horreur, l'elfe se révéla être plus rapide que prévu. Sur ce, l'épéiste décida de continuer son combo. Il a pu infliger de lourds dégâts à notre artiste martial en utilisant sa ruée sanglante. Seo-won commença à penser à quel point cette attaque était différente de tout ce qu'il avait connu et comment il serait mort sans son bouclier d'énergie interne. L'épéiste a alors fait remarquer à quel point il était intriguant de voir que son noyau n'était pas aussi profond que prévu. Il expliqua ensuite qu'il se fichait de savoir comment l'artiste martial avait survécu ou même l'avait copié, car la prochaine chose qu'il trancherait serait son coup. Seo-won savait très bien que son seul espoir de gagner était une contre-attaque, et pourtant il peinait à trouver un moyen de contrer les mouvements rapides de son adversaire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint qu'il était à l'abri de l'élimination dans ce match. Voyant cela, il décida de tenter une manœuvre audacieuse. Seo-won eut l'idée folle d'essayer de voir s'il pouvait localiser la présence de son adversaire sans se fier à ses yeux. Il était certain que s'il réussissait, il pourrait atteindre la première place avec facilité. L'artiste martial avait passé les 2 derniers mois à entraîner son énergie interne. Il n'était plus le faible débutant de la première partie, mais l'un des maîtres de l'énergie interne avec le plus de potentiel. Finalement, cette pensée lui ouvrit les yeux. Les lames tombèrent au sol. L'elfe, désormais immobilisé, était stupéfait de voir qu'il avait en fait bloqué son coup ultime avec une grande facilité. À cet instant précis, Jin Seo-won débloqua quelque chose de caché en lui. Avant même que l'épéiste puisse commencer à supplier pour sa vie, notre protagoniste lui broya la clavicule à main nue, s'assurant son 4e frag. Naturellement, le puissant épéiste possédait une grande énergie vitale et a même laissé tomber de jolis objets comme un parchemin de guérison. Après avoir utilisé l'objet de guérison, notre héros décida de commencer à fouiller la carte à la recherche d'objets. Son seul regret était le fait d'avoir endommagé la cape d'invisibilité. La cape ne fonctionnerait pas si elle était endommagée et nécessiterait soit un parchemin spécial, soit un artisan pour la restaurer. Xiaowen décida de la garder quand même et de regarder le reste des objets. L'un d'eux était l'arc d'Alex, l'archer, qui imprégnait les flèches d'un peu de magie de foudre, ce qui était étrange car aucune foudre n'avait été ressentie lors du combat. Voyant qu'il y avait aussi un livre de compétences qui donnait à l'utilisateur la capacité de tirer plusieurs flèches, il comprit que l'adversaire n'avait appris le tir à l'arc que dans le jeu. Sur ce, il utilisa rapidement le livre de compétences sur lui-même. Xiao Hung décida de mettre ses nouvelles capacités à l'épreuve. Il a ensuite procédé à tirer une flèche sur un mur voisin. L'arc d'Alex était une nette amélioration par rapport à l'arbalète qu'il avait utilisée lors de la première partie. Sur ce, Seo-won décida d'ignorer la dernière équipe restante pour le moment et de prendre du temps pour se reposer et collecter des objets. En cherchant des armes, il a émis l'hypothèse qu'il ne pourrait mettre la main que sur des objets de bas niveau car il y avait tellement de maisons et a commencé à prier pour quelque chose de bien. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'artiste martial remarqua quelque chose à l'extérieur. Il y avait une structure inhabituellement haute au milieu du village. Ce type de bâtiment contient généralement un butin de qualité décente, et ici est donc précipité immédiatement. Apparemment, il était le premier ici, c'est pourquoi il a décidé de fouiller tout l'endroit. Siwon a décidé de fermer la porte derrière lui pour rester sur ses gardes. Peu de temps après avoir exploré presque toute la tour, le protagoniste se mit à prier pour trouver un seul objet correct. Mais au final, il a réalisé qu'il n'y avait rien pour lui ici. Le héros, agacé, a rapidement donné un coup de poing dans le mur de frustration. Au final, sa chance dans ce jeu était soit incroyablement bonne soit aussi rare qu'un trèfle à 5 feuilles, quand soudain quelque chose attira son attention. Il venait de repérer l'équipe restante qui avait atterri dans ce village. Voyant qu'il se concentrait sur la récupération d'objets, il commença à se demander s'il pouvait les affronter seul, car ils auraient pu obtenir de bonnes armes. Sur ce, l'artiste martial a essayé de trouver un moyen d'éliminer rapidement les deux ennemis. À ce moment-là, il a repéré quelque chose qui allait changer la donne. Apparemment, les deux joueurs étaient sur le point d'entrer dans la tour. Voyant que la porte était fermée, ils en ont rapidement déduit qu'ils étaient les premiers à y entrer. Ceux qui étaient excités de trouver un parchemin de soins n'avaient aucune idée que quelqu'un les épiait juste au-dessus de leur tête. Seo-won, qui a délibérément ignoré les parchemins de soins car il en avait acquis trop, avait accidentellement créé le piège parfait. Il a alors sauté sur les deux joueurs, certains qu'ils étaient des débutants, vu leur enthousiasme pour de simples parchemins de soins. Seo-won était déterminé à commencer le combat en versant le premier sang. Les débutants désemparés ont alors repéré une ombre mystérieuse sur le sol. Et c'est ainsi qu'après avoir exécuté une pirouette spectaculaire et inutile, le protagoniste a finalement atterri sur le sol. Seo-won a déclaré qu'il était possible que l'ennemi soit un mage puissant. Dans ce cas, il aurait une barrière. Et voyant des fragments d'énergie se briser partout, son hypothèse s'est avérée correcte. Le duo a commencé à paniquer alors qu'un ennemi leur est tombé dessus du ciel. Sur ce, notre héros a décidé de mettre fin au combat avec sa prochaine attaque. À ce moment-là, le mage a essayé de l'attaquer avec du feu. Un seul coup des flammes aurait infligé des dégâts critiques à notre protagoniste, et donc, il s'est immédiatement mis hors de danger. Cela a transformé le sort de flamme en tyrannie,
laissant le guerrier en feu. Le blond, en panique, a fait de son mieux pour éteindre les flammes. Les spectateurs ont vite remarqué que le héros jouait en solo, vu que personne ne l'aidait dans son attaque. Ceci étant dit, celui avec la hache géante l'a immédiatement chargé. Malgré cela, l'artiste martial continuait d'esquiver chaque coup de l'arme géante avec une grande facilité. En colère, il a juré de tuer le protagoniste. Mais alors qu'il esquivait son dernier coup, le guerrier a heurté quelque chose. Cela a laissé le guerrier assez horrifié. Finalement, le coup que notre protagoniste a esquivé a fini dans le ventre du mage. Et avant même que les deux puissent réagir, Siwan a attaqué le mage par derrière et lui a fracassé le crâne. Ceci étant dit, son nombre d'ennemis est passé de 2 à 1. Face à cela, le guerrier a été horrifié et a donc laissé tomber son armure au sol. Maintenant à moitié nu, le barbu était assez en colère. Voyant cela, le protagoniste en a déduit que son adversaire était plus rapide sans l'armure et qu'elle avait ralenti sa vitesse. Sans un mot, il a esquivé la hache qui arrivait. L'artiste martial a décidé d'utiliser l'une de ses attaques nommées. Cela lui a permis de donner un puissant coup de pied au cou de son adversaire géant, mais le guerrier aux allures de viking a souligné que son adversaire en l'air serait forcé d'atterrir à un moment donné. Sur ce, notre héros a été horrifié. L'instant d'après, il s'est retrouvé tailladé par une hache géante. En fait, l'attaque était si puissante qu'elle a même tranché toute la tour. La puissance de feu du carré X n'était pas une blague. Sur ce, notre héros a décidé d'avoir recours à ses illusions. Il a fait remarquer à son adversaire géant que la force seule ne suffirait pas. Le guerrier n'en pouvait plus et a décidé de frapper l'artiste martial immédiatement. Seo-won a esquivé l'attaque imminente avant de lancer une contre-attaque qui a été bloquée par son adversaire. Mais le manieur de hache ne savait pas que le véritable artiste martial se tenait juste derrière lui pendant qu'il était occupé à combattre un clone. Ceci étant dit, notre protagoniste a décidé de s'en aller. Cela a grandement choqué l'homme, car celui qu'il venait de combattre se trouvait maintenant à l'embrasure de la porte. Seo-won a alors fait remarquer les craquements de la tour que l'homme avait tranché en deux. Sur ce, il a décidé de procéder à une petite expérience. Notre héros a donné un coup de pied dans la structure de toutes ses forces. Voyant cela, le guerrier a commencé à paniquer et à s'interroger sur l'adversaire qu'il venait de combattre. Mais à sa grande horreur, il s'est avéré qu'il balançait sa hache sur rien d'autre qu'un clone. Réalisant que sa fin était proche, il a commencé à implorer de l'aide. Et c'est ainsi que Siwon a commencé à s'éloigner tandis que la tour s'effondrait sur son pauvre adversaire. Siwon a alors réalisé que, techniquement, c'était la tour qui avait éliminé l'autre joueur et non lui. Il est devenu très curieux car, n'ayant pas été enregistré comme l'auteur de l'élimination, ses récompenses ont été diminuées. Après cela, la poussière s'est finalement dissipée. La seule chose qui restait du pauvre guerrier était sa main. Comme il n'y avait pas de place pour qu'il apparaisse, le coffre est apparu loin des lieux de mort des joueurs, ce qui nous a épargné la peine de les déterrer. Ceci étant dit, le moment était venu de récupérer les récompenses. La seule chose de valeur du guerrier était ses gants qui donnaient un petit bonus de force. Quant au mage, il possédait de nouveaux objets dont le protagoniste ignorait l'existence. Il y avait un parchemin bombe, une branche maudite, une pierre philosophale, et même le 8e d'un livre qui ne révélerait sa valeur que lorsque les 8 morceaux seraient rassemblés. Maintenant, avec la cape du mage qui le protégeait du vent et de la pluie, le protagoniste a décidé de quitter enfin cette zone de guerre. Alors que la carte rétrécissait lentement, Xiaowan a vu qu'il devait y avoir d'autres joueurs près de sa position. Sur ce, il a décidé de se diriger vers le centre de la carte. Xiaowan a commencé à bouger car il n'avait trouvé que des objets inutiles dans ce village. Il était maintenant familier avec les techniques de mouvement, ce qui lui permettait de voyager bien plus vite que lors de sa dernière partie. Notre héros est alors entré dans une zone d'apparition de monstres où d'innombrables sortes de bêtes apparaissaient. Le système a informé le joueur qu'il y avait des monstres normaux, des monstres boss puissants avec un super butin et des monstres à bonus qui donnaient des bonus en récompense. C'est alors qu'il a été surpris par un grand rugissement qu'il a immédiatement reconnu comme le cri de guerre d'un monstre. Un ptérodactyle géant était en train de se battre. Un groupe de joueurs s'est retrouvé face à des reptiles volants et rampants. Le mage a demandé au guerrier de jouer aussi défensivement que possible, tandis que ce dernier l'a exhorté à surveiller ses arrières. Xiaowan était intrigué par la combinaison de ces deux joueurs. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement visé avec son arc. Son objectif était de les éliminer sur le champ. Pour cette raison, il a immédiatement tiré sa flèche. Les monstres étaient puissants et féroces, pourtant l'épéiste et le magicien ont réussi à leur tenir tête. Le mage a même projeté un monstre en utilisant ses lances de glace. Voyant qu'il obtiendrait de nombreuses récompenses après avoir tué les nombreux monstres, le sorcier ne pouvait s'empêcher d'être satisfait. Pourtant, alors que le guerrier s'amusait comme un fou, le mage était assez agacé car il lui fallait beaucoup de mana pour s'occuper d'un seul monstre. C'est alors que quelque chose a atteint la barrière. Il a vite compris qu'il était en train de se faire prendre en embuscade. Le magicien a déclaré au groupe qu'il devait battre en retraite immédiatement car l'ennemi était arrivé, mais le guerrier s'y est opposé car les monstres avaient peu de vie. Cela a poussé le moche à argumenter que leur vie était en danger et qu'ils devaient fuir aussi vite que possible. Voyant que le groupe semblait se disputer, Siwon a eu l'idée de semer le chaos sur le champ de bataille. Et c'est ainsi qu'il a tiré ses 3 flèches d'un coup. Le mage a immédiatement remarqué les projectiles qui arrivaient.
Les flèches étaient si puissantes qu'elles ont facilement brisé sa barrière. Sur ce, l'épéiste a exhorté son partenaire à remonter immédiatement son bouclier. Cela a poussé le mage à argumenter une fois de plus que leur priorité devrait être de battre en retraite immédiatement. Mais l'épéiste a affirmé qu'il y avait trop de récompenses en jeu ici et qu'il devrait simplement les farmer rapidement avant de partir. Pourtant, au grand choc du guerrier, son allié a affirmé que la barrière serait inutile. Et donc, il a décidé d'utiliser un nouveau sort appelé mur de protection des escrodins. Et c'est ainsi que des plaques de pierre géantes commencèrent à s'élever du sol. Même le partenaire du mage n'a pas pu comprendre cette action. Notre héros s'est également demandé pourquoi il avait érigé ces murs, car cela lui facilitait les choses. Ceci dit, il commença immédiatement à agir. Le mage a essayé d'expliquer que c'était le meilleur moyen de se protéger et d'économiser du mana, mais le guerrier a affirmé qu'il était maintenant incapable de localiser l'ennemi. Le moche a tenté de prétendre qu'il pourrait partir une fois les murs disparus, mais son partenaire, qui venait de tuer un serpent, s'en fichait éperdument et a promis de le laisser derrière la prochaine fois qu'il ferait une bêtise. Les conséquences de l'erreur du mage se sont immédiatement manifestées. Les armes qui peuvent courber la trajectoire des flèches, comme les arcs, pouvaient facilement contourner ces murs. Le guerrier a exigé que le sort soit annulé, mais le mage a expliqué qu'il ne disparaîtrait qu'après 5 minutes. Ceci dit, notre héros a sorti quelque chose de son sous-espace. Il a rapidement imprégné le parchemin explosif, qui détonnerait après 10 secondes, dans l'une de ses flèches de foudre. Seo-won a décidé de l'utiliser rapidement, il s'est donc redressé et a visé avec la flèche. Et c'est ainsi que le projectile a été libéré. La flèche a facilement contourné le mur et a atterri juste devant le duo ennemi alors que le compte à rebours atteignait 0. Et c'est ainsi que le parchemin explosif a explosé. Sa puissance de feu était si dévastatrice qu'elle a facilement traversé les murs épais du mage. Seo-won, qui ne s'attendait pas à ce que ce soit si puissant, a rapidement décimé le petit ver qui essayait de le mordre. Ceci dit, le mage déjà moche a été réduit en cendres. Pourtant, des décombres, une main a émergé. Le guerrier ne pouvait s'empêcher de blâmer le mage. À cause de sa bêtise, il avait failli perdre la vie. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'il a réalisé quelque chose d'horrible. Maintenant coincé sous les décombres, le guerrier se retrouva face à une boule dirigée vers lui. Seo-won a expliqué qu'il avait facilement gagné grâce à l'incompétence du mage. Finalement, le guerrier a souligné qu'il avait encore beaucoup à apprendre et que choisir le bon partenaire était, en fait, une compétence. Et c'est ainsi qu'il accepta paisiblement son destin inévitable. En voyant la boîte apparaître immédiatement, notre héros a réalisé que le mage avait perdu la vie en premier dans l'explosion. Dans le coffre de l'épéiste, il a trouvé un livre d'escrime, un livre de mouvement, et même un manuscrit sur le jeu de jambes. Mais au final, comme il était un artiste martial, ses compétences d'épéiste lui étaient inutiles. Pourtant, le héros n'est pas reparti les mains vides de la bataille, car le guerrier possédait l'anneau de Toka qui augmente la résistance magique. Peu de temps après, il a repéré un autre coffre apparaissant à proximité. Celui-ci appartenait au mage. Seo-won était heureux d'avoir enfin trouvé le collier d'escroc qui était entièrement en or. Il y avait aussi dans le coffre un livre de magie du 4e cercle que notre héros ne pouvait pas apprendre car il était beaucoup trop avancé pour lui. C'est seulement à ce moment-là qu'il a remarqué les monstres derrière lui. Après quelques minutes, l'artiste martial commença à plaindre le mage et l'épéiste car ils avaient lutté en affrontant des créatures aussi pathétiques. Mais en abattant les créatures, notre héros a trouvé quelque chose par terre. Les monstres avaient laissé tomber des récompenses à leur mort. Il avait trouvé l'alarme de Lamia qui était un ingrédient pour les neuros, les sorts, et un collier qui donne un léger boost à son agilité. Notre héros a vite réalisé que le deuxième objet pouvait être utile, mais n'a pas vu l'utilité du premier. Plus tard dans la journée, alors qu'il méditait seul, le protagoniste a commencé à penser que les boss devaient donner à leur tueur un énorme avantage ou un bonus qui change la donne. Mais avant d'essayer de s'en prendre à l'un d'eux, il devait déterminer s'il était assez fort pour le vaincre seul ou non, et il devait aussi voir si d'autres joueurs avaient le même processus de pensée que lui. Le deuxième jour du jeu a commencé. Voyant que 60 joueurs avaient été éliminés le premier jour et qu'il en avait tué 8, Seo-won était plutôt satisfait de son KDA. La priorité de notre protagoniste était d'atteindre le centre de la carte avant toute autre chose. Contrairement au premier match, le temps dans celui-ci était assez rude et chaud. Cela fit penser à notre héros qu'il aurait été préférable de voyager au coucher du soleil. C'est seulement à ce moment-là qu'il a remarqué une ombre planant au-dessus de sa tête. L'expérience du joueur lui criait que cet oiseau transportait des objets de ravitaillement, et dès que le coffre a été largué, il s'est précipité pour voir ce qu'il contenait. Ce coffre était énorme et différent des autres. Ce coffre au trésor accorderait à celui qui l'ouvre de superbes objets en échange de la révélation de sa position à tout le monde toutes les demi-heures pendant la majeure partie de la journée. Notre héros était maintenant confronté à un choix crucial. D'un autre côté, comme il n'y avait aucun risque d'élimination dans ce jeu, le joueur a supposé qu'il pouvait prendre le risque en toute sécurité. Et c'est ainsi que Jin Si-won a ouvert le grand coffre au trésor et a été stupéfait par ce qu'il y a trouvé.